va se lancer, on va se lancer, hein, on va y aller. J'ai essayé de, voilà, de n'oublier personne, de ne pas laisser des gens dans la salle d'attente. Eh ben, c'est à vous, Catherine. Je vous laisse vous Ok, présenter et puis voilà. d'accord. Merci Angela. Merci à tous d'être présents en ligne ce soir avec nous. Et merci au GNSA de m'avoir invité à venir parler de science et des connaissances que je peux avoir sur les arbres et d'avoir le plaisir donc de vous les partager aujourd'hui. Alors justement, je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne. Voilà, je partage. Et je mets normalement en plein écran s'il veut bien. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure déjà. Tranquille. Voilà. Est-ce que euh, c'est affiché? Non, c'est toujours en mode de Oui, oui, PowerPoint. attendez. Affiché. Excusez-moi, il faut juste que je bouge cette barre qui me gêne. Voilà. Affiché. Paramètres d'affichage. Dupliquer. Voilà. Normalement, ça doit être bon là. Est-ce que ça marche, Angela? C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ok, super. Eh ben, écoutez, donc c'est parti. Je vais vous parler sensibilité des arbres. Avant cela, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Catherine Laine, je suis clermontoise. Moi, je suis à Clermont-Ferrand et je suis enseignante-chercheuse à l'université Clermont-Auvergne. Je travaille dans un laboratoire, puisque je fais de la recherche, qui s'appelle le PIAF. Il y a son logo ici, PIAF. Bon, je peux vous donner la signification de l'acronyme, ça veut dire physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Donc c'est un peu ronflant, mais c'est en gros un laboratoire qui étudie les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement et à y répondre de manière adaptée. Et il y a des équipes qui travaillent sur l'eau, sur la température, le froid par exemple. Et moi, je suis dans une équipe qui travaille sur les facteurs mécaniques de l'environnement. C'est pour ça que vous allez voir, je vais pas mal utiliser ces données qui viennent de mon équipe. Et donc, eh bien, c'est parti pour vous parler sensibilité des arbres. Tout d'abord, il faut définir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Alors, bien sûr, je vais parler de la sensibilité en biologie. Si je prends simplement le dictionnaire et que je regarde la signification du mot sensibilité, je vois c'est l'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes. Donc il y a cette notion de perception, hein, de ressentir ces excitations externes ou internes. Ensuite, s'il veut bien, pourquoi il veut pas? Voilà. Donc, pour aller un petit peu plus loin, en biologie, donc dans les livres de biologie, on va définir la sensibilité comme étant la capacité des êtres vivants à percevoir des stimuli, c'est-à-dire ces informations extérieures ou intérieures, à travers les sens. Et l'exemple que vous connaissez tous, c'est le vôtre, hein, c'est celui de l'homme. Et ici, vous avez un petit schéma qui vous présente le sens de la vue avec un œil et le sens de l'ouïe avec une oreille. Et un petit circuit qui va passer par le cerveau ici. Alors, ça commence par euh, des récepteurs sensitifs qui sont soit dans l'œil au niveau de la rétine, soit dans l'oreille au niveau du tympan, qui vont percevoir le facteur extérieur, soit la lumière, soit le son. Puis, ces récepteurs vont traduire ces stimulations et envoyer des informations via notre système nerveux jusqu'au cerveau. Le cerveau traite ces informations et à son tour renvoie des informations, soit pour générer une sensation, soit pour induire un mouvement du corps, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de connu que vous pratiquez tous les jours. Et vous voyez que il y a à la fois de la perception, c'est l'entrée, et puis une réponse, c'est la sortie. Et il faut ces deux choses, perception et réponse, pour pouvoir parler de sensibilité. Donc la sensibilité, c'est vraiment la perception et la réponse. Et qui dit sensibilité chez nous dit sens. Les sens, ce sont les organes de la perception, hein, chez l'animal, chez l'homme, qui le renseignent sur le monde et qui lui permettent d'avoir une vie de relation. Cette vie de relation, c'est celle que nous avons ce soir, par exemple. Vous me voyez, vous m'écoutez, donc tous vos sens sont en éveil. Alors, la question qu'on peut se poser ce soir, c'est est-ce qu'on a les mêmes choses dans le monde végétal, chez les plantes, et en particulier, est-ce qu'on a la même chose chez les arbres? Alors, donc, les plantes d'abord, on connaît des plantes et depuis assez longtemps, un peu bizarres, des plantes qui, lorsqu'on les touche, comme vous voyez cette sensitive ici,
ou à droite ici, cette plante carnivore qu'on appelle une dionée. La sensitive, elle a été effleurée, on a effleuré les folioles et vous voyez que ces folioles se replient. Les deux fils ne sont absolument pas accélérés, hein. Donc on voit bien que la plante perçoit le toucher et qu'elle répond immédiatement en modifiant la forme de sa feuille. Donc, on a bien une perception, le toucher de la feuille, le toucher de petits poils dans la feuille de Dionée, dans le piège. Et la réponse, c'est le mouvement. La feuille se referme par des variations rapides de pression, hein, dans les cellules. Donc, vous avez là vraiment une sensibilité, puisqu'il y a une perception et il y a une réponse. Mais ces plantes-là, bon, elles sont un peu particulières. Alors, j'en ai d'autres un petit peu particulières. Vous savez, c'est les plantes volubiles. Avec ici, vous avez une petite tige de houblon qui est en train de pousser. Là, par contre, le film est accéléré, hein, parce qu'on ne la voit pas pousser à l'œil nu. Et quand on accélère vite le film, ben, vous voyez son mouvement de croissance qui fait que la plante volubile s'entoure autour de son support, s'enroule autour de son support. Pourquoi? Parce qu'en fait, la croissance de cette tige va être différente sur ces deux faces. Sur la face qui touche le support, la croissance est réduite, et alors que la face qui ne touche pas le support, celle qui est de l'autre côté, conserve une vitesse de croissance normale. Donc c'est à cause du toucher, encore une fois, le toucher du support, la tige perçoit ce support. Sa réponse, c'est une diminution de la croissance de la face qui touche, et donc on a bien une sensibilité également. Alors maintenant, on a vu ces plantes un petit peu particulières. Est-ce que toutes les plantes sont capables de réagir au toucher, et en particulier nos arbres? Alors, je vous montre ici, d'abord, encore une plante herbacée. Ça, c'est la rabette des dames. La rabette des dames, c'est une petite mauvaise herbe du bord des chemins qu'on va trouver chez nous en France métropolitaine. Ici, elle est fleurie, vous voyez, et à droite, ce sont les mêmes plantes, elles ont le même âge que celles de gauche, mais elles ont été brossées, touchées 2 fois par jour pendant, leur croissance, et vous voyez que leur croissance est très réduite en hauteur. Même chose ici, à grande échelle dans un champ de luzerne. Le chercheur ici, Bruno Moulia, qui est un de mes collègues, avait fait une expérience où il avait placé un grillage dans le champ de luzerne, grillage avec, des mailles à travers lesquelles les plantes poussaient, et donc ces mailles servaient un peu de tuteur, si vous voulez, et empêchaient les plantes d'osciller dans le vent. Et le résultat, bah, vous voyez, au bout de plusieurs semaines de croissance, eh bien, les plantes coincées dans le grillage ont une croissance qui est bien plus élevée que les plantes autour qui, elles, sont soumises au vent. Le toucher, là, c'est le vent, en fait, qui les fait bouger. Donc, on a aussi une réponse de croissance, et donc ici, une diminution de croissance, du moins pour les plantes qui entourent le grillage. Et enfin, chez les arbres, voilà ici une petite expérience qui avait été faite il y a quelques années au Piaf. On faisait pousser des noyers. Alors soit, le noyer de gauche ici qui a été déraciné, hein, il a tout juste 1 an ou 2. Ce noyer déraciné, lui, poussait librement dans le verger, soumis au vent. Alors que son voisin, qui a le même âge, lui, poussait à travers un tubex. Le tubex, c'est un tube qui sert de tuteur, en fait, et qui empêche le tronc d'osciller dans le vent. Et vous voyez très nettement que la croissance en hauteur de l'arbre soumis au vent est très réduite par rapport à son cousin dans le tubex. Son ancrage racinaire est meilleur, on voit que le volume racinaire est plus important, et quand on fait des coupes dans le petit tronc, on voit, et ça c'était des travaux de thèse de Jeanne, on voit à gauche, alors ça c'était sur du peuplier, mais c'est pareil chez le noyer. Ici vous avez le tronc de l'arbre normal, celui qui est dans le vent, et à droite en fait, Jeanne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a forcé un arbre à être fléchi toujours dans la même direction. Et vous voyez que la direction de flexion, c'est la direction verticale ici, fait que l'arbre va s'ovaliser et va faire un bois particulier dans la direction de la flexion principale, en fait. Ce bois, on l'appelle un bois de flexion. Donc là aussi, une réponse particulière à la flexion. Alors tout ce que je vous montre là, c'est pour vous montrer que quelle que soit la plante, qu'elle soit herbacée ou arbre, dès qu'on la touche, dès qu'on la brosse, dès qu'elle est soumise au vent, donc, dès qu'elle est mécaniquement impactée, elle va avoir une croissance en hauteur diminuée, un ancrage racinaire meilleur et une croissance en épaisseur de sa tige ou de son tronc qui augmente. Et tout cela, il y a un gros mot derrière, cette réponse, ce syndrome de réponse, on appelle ça la tigmomorphogenèse. Tigmo, en grec, ça veut dire le toucher. La morphogenèse, c'est l'acquisition de la forme, hein, de l'arbre ou de la plante. Donc, en gros, la tigmomorphogenèse, c'est la réponse de croissance des plantes au toucher et donc au vent. Donc, oui, toutes les plantes sont sensibles au toucher. Les arbres en particulier également.
avec toujours cette notion de perception, hein, le toucher, la flexion du vent et la réponse qui est le syndrome de croissance que je vous ai décrit, c'est-à-dire la thigmomorphogenèse. Donc on a répondu à la question, on pourrait presque s'arrêter là, mais évidemment je vais vous montrer un petit peu des choses quand même. Déjà, je vous montre que ce que je vous raconte, c'est pas le fait d'une seule personne, hein. Moi, je suis pas toute seule à travailler là-dessus. Voilà toute l'équipe méca du labo, qui est donc, une équipe, inter et pluridisciplinaire, qui travaille donc sur ce qu'on appelle la mécanoperception des arbres, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les arbres de percevoir les facteurs mécaniques de leur environnement. Et quels sont-ils ces facteurs? Vous avez déjà compris, il y a le vent, et il n'y a pas que le vent, il y a aussi la gravité, c'est-à-dire qu'un arbre est capable de percevoir la verticale parce qu'il perçoit le sens de la gravité. En fait, il perçoit la pesanteur. Donc, je vais vous montrer quelques éléments, hein. D'abord sur le vent. Alors, pour illustrer ça, j'ai fait appel à notre ami Jean de La Fontaine, puisque vous connaissez tous ce poème du chêne et du roseau. Vous savez que, le roseau, face au chêne, le chêne se moque de lui, dans le vent, en disant: «Tu es bien frêle, regarde comme moi je suis fort», et en fait, la fin de la fable, on comprend que finalement, c'est pas facile d'être un arbre quand on est soumis au vent, surtout si le vent devient très fort, comme le coup de tempête de la fin du poème, où l'arbre là ne fait pas face. Alors je vais vous montrer quand même comment un arbre, au cours de sa vie, heu, apprend, enfin comment dire, s'adapte au vent. Alors quelle est la contrainte majeure du vent? Vous savez bien, hein, c'est cet arbre qui est là debout, voici un grand chêne. Il est ici schématisé à droite de manière simple, puis j'ai fait appel aussi à, monsieur Avrel, j'ai oublié son prénom, c'est William? Non, c'est le plus petit en tout cas. C'est le chef des Dalton. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, il est en train ici de soulever une pierre avec un levier, et vous allez comprendre pourquoi je fais appel à lui, parce que l'arbre finalement, si je modélise un arbre de manière très simple, c'est un arbre, c'est quoi? Bah, c'est un mât qui porte une voile. Cette voile, c'est le houppier, c'est l'ensemble des branches feuillées, et d'autant plus en été, hein, lorsque les feuilles sont présentes, la voile est gonflée et va donc représenter une résistance au vent, et quand le vent souffle, le vent exerce une force importante sur le houppier, d'autant plus importante que le houppier est étalé, et cette force, on appelle ça la force de traînée, et le tronc, en fait, va jouer le rôle d'un bras de levier. Exactement comme, le Dalton ici utilise son instrument comme un bras de levier, la force de traînée ici du vent, c'est la force que le Dalton applique sur son levier, et tout cela va avoir tendance à augmenter ce qu'on appelle le moment de flexion. Donc ça, c'est un peu de la physique, mais le moment de flexion ici en bas, c'est ce qui va faire basculer l'arbre autour du pivot, si l'arbre n'est pas suffisamment solide, hein, bien sûr, et c'est aussi ce pivot qui permet au Dalton de soulever sa pierre, donc avec son bras de levier. Plus le bras de levier est long, plus la force à appliquer pour le Dalton ou pour le vent est faible, et donc ce tronc finalement, ça représente un danger formidable pour l'arbre parce que plus il est haut, plus la voile est étendue et plus l'arbre est en danger. Alors évidemment, on va voir que l'arbre va contrebalancer ce problème-là en mettant en place du bois pour être de plus en plus épais et pour pouvoir résister à ce moment de flexion. Alors, il y a des difficultés en plus, hein, quand on est un arbre, parce qu'il y a 2 autres contraintes qui s'ajoutent. Vous voyez ici, sur ce petit schéma, vous avez toujours cet arbre avec son bras de levier et le vent et la force de traîner, et vous voyez à gauche le profil du vent en fonction de la hauteur, et toutes les mesures, hein, qu'on peut faire, on montre que plus on s'élève, eh bien plus la force du vent est importante, et plus on est proche du sol, moins le vent est fort. Donc en fait, plus on est haut, donc plus on est un arbre élevé, plus on est en danger face au vent. D'autant plus que un arbre, ça pousse toute sa vie. Alors, bien sûr, jusqu'à une certaine hauteur, hein, il va y avoir une hauteur limite pour chaque essence, mais la hauteur de mât augmente avec l'âge. Donc, plus l'arbre avance en âge et plus le danger est important pour lui. Et on a montré d'ailleurs qu'une hauteur qui augmente, qui fait grandir l'arbre d'un tiers, hein, 30% de hauteur en plus, ça représente un moment de flexion qui est doublé. Donc une force qui est doublée, et donc un danger qui est encore plus grand. Alors, que font les arbres face au vent? Eh bien, ils font de la résistance. Ils font de la résistance comment? Eh ben, parce qu'ils savent faire de la thigmomorphogenèse.
Alors, je vous ai expliqué ce syndrome de la thigmomorphogenèse. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc ici, je vais vous montrer juste un tout petit bout de film, mais pour vous expliquer ce qu'on a fait aux arbres, vous avez une petite image ici. Vous voyez le bras d'un de nos techniciens qui vient taquiner un jeune peuplier. Alors c'est un peuplier qui est pas très âgé, hein, qui est là en pot. Il a quelques mois d'existence et en bas, il y a cette masse noire là, c'est une sorte de guide en forme d'arc et il vient en fait ployer le tronc le long de ce guide une fois par jour. D'accord? Donc il vient fléchir cet arbre une fois par jour pendant plusieurs semaines. Tout pour en fait induire la réaction de thigmomorphogenèse pour faire un arbre plus trapu avec un bois adapté, dit bois de flexion. Et ici, sur ce petit film, qui est en fait un petit extrait d'un envoyé spécial qui avait été tourné en 2017 au labo, il y a 2 peupliers, hein, vous allez voir celui de gauche, celui de droite. Celui qui a été fléchi une fois par jour, pardon, c'est celui de droite. Et donc si je mets le petit bout de film, on voit toujours c'est Bruno, encore lui, il vient faire le vent. Vous allez voir que bon, on le voit pas parler, mais il tire sur les 2 arbres, il va les lâcher tous les 2 et voyez en fait le comportement de ces 2 arbres. Vous voyez que celui de gauche, qui n'a pas été fléchi plusieurs fois par jour, je vais vous le remettre, il a une oscillation qui est plus importante que l'arbre qui a été fléchi plusieurs fois. Pourquoi? Bah parce que en fait, la thigmomorphogenèse va, dans le comportement de l'arbre, amortir les oscillations face au vent. Et ça, c'est de la résistance face au vent. Alors cette résistance, comment elle est mise en place? Comment l'arbre sent le vent? Comment est-ce qu'il perçoit le vent? Eh bien, nous avons montré au labo que ça se passe très finement à l'échelle cellulaire. Donc, vous savez qu'un arbre est fait de cellules, exactement comme nous, hein. Des cellules, il y a beaucoup de cellules mortes hein, dans un arbre, parce que le bois, c'est énormément de cellules mortes. Mais il a quand même beaucoup de cellules vivantes en périphérie de son tronc. Et pareil pour tous ces axes. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre des cellules d'un arbre en périphérie, puis les cellules, disons, du cœur de l'arbre. Et lorsque l'arbre est fléchi, hein, ce jeune arbre, ici ça serait un jeune tronc, lorsque cet arbre est fléchi, ben, vous voyez, vous comprenez très bien que les 2 faces du tronc n'ont pas la même contrainte. À l'extérieur, les cellules sont étirées, ce sont les cellules bleues, et à l'intérieur de la flexion, vous voyez que les cellules, au contraire, sont comprimées, ce sont les cellules rouges. Eh bien, c'est cet étirement ou cette compression des cellules qui est perçue par les cellules. Et comment? Eh bien, par un mécanisme qu'on avait déjà découvert chez les bactéries, qui existe chez nous. C'est ce même mécanisme qui est à la base de notre toucher. Quand vous touchez votre peau, vous appuyez sur des terminaisons nerveuses et vous allez déclencher des choses qui ressemblent à ce qui se passe dans l'arbre. Ce mécanisme, c'est quoi? C'est à la périphérie de chaque cellule, hein, dans la membrane vivante de la cellule, vous avez des petits canaux, alors c'est des espèces de portes, des péages si vous voulez, qui s'ouvrent lorsque la membrane est étirée ou comprimée. Et en s'ouvrant, exactement comme un diaphragme d'appareil photo, d'accord? En s'ouvrant, ça fait un trou à travers la peau de la cellule et ça fait sortir ou rentrer des composés chargés électriquement et donc ça crée des courants électriques. Donc ça génère des courants électriques au niveau des cellules étirées ou comprimées, exactement comme ce qui se passe au niveau de nos neurones qui créent des courants électriques, hein, ce qu'on appelle des potentiels d'action. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que l'arbre perçoit la déformation mécanique de ces cellules exactement, ou du moins dans un processus tout à fait comparable à ce que nous faisons nous ou à ce que fait une bactérie dans l'eau. Et ce processus est extrêmement sensible. La réponse qu'on peut mesurer, c'est, une réponse qui est, rapide en quelques minutes et d'autre part, la réponse que nous mesurons, alors on le fait en mesurant l'expression de gènes. Alors pour être simple, un gène, donc c'est un bout de patrimoine génétique dans les cellules de l'arbre qui va soit s'allumer, soit s'éteindre en fonction de son rôle dans la réponse de la thigmomorphogénèse. Et vous voyez que le nombre de gènes qui est allumé ou éteint après une seule flexion, dans les quelques minutes qui suivent la flexion, est énorme. C'est presque 3000 gènes qui sont allumés, c'est absolument énorme. En voici un. Je vous montre un de ces gènes. Alors, pour comprendre ce petit graphique, vous avez à gauche
On mesure en fait le niveau d'allumage de ce gène. À gauche, C, ça veut dire contrôle. Donc là, c'est un arbre, c'est le gène dans un arbre qu'on n'a pas fléchi. Et à droite, c'est le gène dans un arbre qu'on a fléchi une fois. Un B, en anglais bending, c'est la flexion, hein. Et vous voyez qu'en fait, dès qu'on fléchit, en un quart d'heure, on multiplie par 300 le niveau d'allumage de ce gène. Donc, non seulement il y a beaucoup de gènes qui s'allument, quelques-uns qui s'éteignent, et dans les gènes qui s'allument, eh bien, il y en a qui s'allument très très fortement. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc une réponse qui est très sensible, qui est très puissante. Donc les arbres ont bien un sens mécanique, un sens du toucher, exactement comparable au nôtre. Et ce sens, comme le nôtre d'ailleurs, est diffus. Nous n'avons pas d'organe des sens du toucher. Pour nous, notre organe de sens du toucher, c'est notre corps entier, c'est la peau entière. Alors, vous allez me dire, ben, c'est bien joli tout ça, mais peut-être que ce que vous observez, c'est simplement un artefact de laboratoire. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce qu'au début de nos travaux, il y a une vingtaine d'années, les forestiers nous disaient, bah, ce que vous observez, quand on fléchit un arbre, quand on le touche, sa croissance en hauteur est limitée, il va croître plus en épaisseur. Mais si ce que vous dites est vrai, un arbre ne peut jamais s'élever. Comment atteindre 30, 40, 50, 100 mètres de haut si la croissance en hauteur est toujours empêchée par le vent? La remarque était plutôt juste. Si c'était vrai, il n'y aurait pas de forêt, tous les arbres seraient nains. Donc, on est allé regarder sur le terrain. Est-ce qu'on voyait ce phénomène-là? Donc, en milieu naturel, que se passe-t-il? Donc, je vais vous montrer une manip qui a été faite en 2016 dans une forêt à Nancy, avec des collègues de l'INRAE de Nancy, sur des hêtres qui avaient une trentaine d'années et qui mesuraient à peu près entre 15 et 20 mètres de haut. Voilà la situation numéro un, c'est le contrôle. Ces hêtres, on les laisse tranquilles, d'accord? Dans une situation numéro 2, nous avons aubané ces hêtres avec des câbles pour les empêcher d'osciller dans le vent. Alors, regardez le petit bout de film ici, vous allez reconnaître cet arbre, celui qui ne peut pas bouger. Regardez dans le vent, vous le devinez, c'est lui. Et vous devinez même ces câbles ici, hein, on les voit, les 3 câbles qui le tiennent. Vous voyez? Donc, on voit bien, hein, là, il y a du vent, et celui-là ne peut pas bouger. C'est la situation numéro 2. OK? Et puis, troisième situation, on a aussi mimé des coups de vent très forts en tirant sur les arbres, d'accord? En tirant sur les arbres avec, comment dire? Des haubans, alors d'un seul côté, et comment dire? Cette flexion imposée à ces arbres, on a choisi de faire 3 forces, c'est-à-dire de tirer plus ou moins fort si vous voulez. Et donc la situation 3, elle va se décliner en 3 primes, 3 secondes et 3 tierces, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait sur ces 3 lots d'arbres? On a mesuré leur croissance en épaisseur pendant 3 mois, pendant l'été. Enfin, du moins pendant la saison où le cambium, c'est-à-dire la zone de cellules souches qui fabrique le bois sous l'écorce, est active. Donc, ce qu'on s'attend quand on a commencé la manip, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que, bah, vraisemblablement, plus on fléchit, un arbre, plus il va faire de bois. Donc, on s'attend à ce que la situation 3 secondes montre une croissance en épaisseur plus importante que la 3 pardon, la 3 tierces, plus importante que la 3 secondes, plus importante que la 3 prime, plus importante que la numéro 1, l'arbre qui oscille librement dans le vent, et que la situation numéro 2, celle où l'arbre est immobilisé, lui, il n'est pas ou très peu de croissance en épaisseur. OK? Et voilà les résultats que nous avons obtenus qui nous ont beaucoup surpris parce que c'est pas du tout ce qu'on obtient. Voilà ici un des graphes de l'étude et on voit en fait que les arbres qui présentent la plus forte croissance en diamètre, vous voyez ici ce graphe, hein, vous avez en bas le mois de juillet, août et septembre, et avec les capteurs de diamètre, on a pu mesurer très finement l'évolution du diamètre des troncs de ces arbres, et on voit que seuls les arbres qui sont fléchis avec la très grande force 3 tierces ont une croissance en épaisseur qui est doublée par rapport à toutes les autres situations. Et d'autre part, que dans toutes les autres situations, la croissance en épaisseur est la même. C'est-à-dire que ce soit l'arbre libre, que ce soit l'arbre aubané et immobilisé, ou que ce soit les arbres soumis à des coups de tempête faibles ou moyens, tous ceux-là ont une croissance en épaisseur comparable. Seul celui qu'on a tiré très fort a une croissance en épaisseur importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces arbres de 15 à 20 mètres de haut, ces arbres qui ont déjà plusieurs dizaines d'années,
eh bien, font beaucoup de bois. Donc, c'est d'abord, c'est le vent qui fait le bois, c'est-à-dire que plus le vent est fort, plus la croissance en épaisseur est importante. Et d'autre part, qu'il n'y a pas de fabrication de bois en excès avec des vents courants. Les vents journaliers pour l'arbre numéro 1 ou les coups de vent que nous avons mimés pour les arbres 3' ou 3 secondes. Ça veut dire que l'arbre, il est capable d'adapter sa croissance en épaisseur à son vécu, c'est-à-dire au vent qu'il a déjà vu par ailleurs dans son enfance, dans son adolescence, du moins dans ses années précédentes, des vents auxquels il s'est habitué, auxquels il a répondu par sa thigmomorphogenèse en fabriquant le bois qu'il lui fallait pour résister, et il ne va en fabriquer un peu plus que si le coup de vent est très fort. OK? Et donc ça veut dire qu'un arbre est capable d'adapter sa croissance et il est même capable d'apprendre de son expérience. Il est capable de faire de l'apprentissage. Alors cet apprentissage, c'est quand même étonnant de se dire qu'un arbre, qui paraît quand même pas très intelligent, est capable d'avoir un processus d'apprentissage. Là encore, je fais appel au Larousse. Qu'est-ce que ça veut dire apprentissage? C'est l'ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal ou l'homme. Vous noterez que dans le Larousse, les plantes ne sont pas évoquées, pour élaborer ou modifier les schèmes, c'est-à-dire les schémas comportementaux spécifiques, sous l'influence de son environnement et de son expérience. J'ai mis en couleur ce qui était le plus important, des processus de mémorisation pour retenir son passé, des modifications de comportement sous l'influence de l'environnement. Est-ce que donc l'arbre est capable de faire ça? Donc on est allé regarder sur nos jeunes arbres le comportement face à des répétitions de flexion. Vous vous souvenez tout à l'heure, hein, on a fait une flexion. Là, je vais vous montrer en répétant les flexions. Est-ce que l'arbre est capable de se souvenir de la première? Donc, est-ce qu'il est capable de mémoriser son expérience? Alors, vous allez voir que je mets des guillemets parce que évidemment, il n'y a pas de cerveau dans une plante, il n'y a pas de cerveau dans un arbre. Est-ce que c'est une vraie mémoire? Ça se discute. Mais je vous montre quand même le résultat. Donc, je repars de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon gène témoin, d'accord? Celui qui est augmenté 300 fois après une seule flexion, d'accord? Et maintenant, je vais le réfléchir le même arbre une deuxième fois. Mais cette deuxième flexion, je vais l'espacer dans le temps. Alors, la première expérience, je l'espace de 24 heures. Un day, ça veut dire one day. Donc ici, après, j'ai ma première flexion et j'espace d'une deuxième de 24 heures. Sur un autre arbre, je fais pareil, une première flexion, et la deuxième, je la fais 3 jours après. Sur un autre arbre, 5 jours après, 7 jours après, 10 jours après. Ça va, vous me suivez? Donc j'espace les flexions, la deuxième flexion en fait. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que donc à la première flexion, tous mes arbres répondent, comme un seul homme, OK, en allumant très fort ce gène. Deuxième flexion, les arbres ne répondent plus du tout. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout parce que on pensait qu'en fléchissant une fois, bah, la deuxième, l'arbre allait répondre encore plus. Eh ben non, il répond pas. Et on a donc espacé cette deuxième flexion pour voir au bout de combien de temps il allait se mettre à répondre à nouveau. Et vous voyez qu'il lui faut pratiquement 10 jours pour retrouver un niveau de réponse équivalent au premier jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 jours, cet arbre a mémorisé la première flexion et il n'enclenche pas sa réponse de thigmomorphogenèse parce qu'il n'en a pas besoin. Il ne surrépond pas à cette première à des flexions équivalentes, si vous voulez, derrière. OK? Donc, comment fait-il cela? Évidemment, il n'y a pas de mémoire, donc on est toujours en train de travailler là-dessus, mais on pense que simplement la première flexion modifie son seuil de sensibilité. Ce seuil de sensibilité, il est assez élevé et après la première flexion, ce seuil change, ce qui fait qu'il ne voit plus une flexion équivalente derrière, parce que le seuil de sensibilité a changé et qu'il faudrait une flexion plus forte avec une traction plus importante pour qu'à ce moment-là, elle soit vue. OK? Et on a appelé ce phénomène l'accommodation. L'accommodation, un petit peu comme ce qui se passe avec votre œil, vous savez, quand vous passez de la lumière à l'ombre, au départ, vous êtes, ou de l'ombre au soleil, hein, c'est pareil, vous ne voyez plus grand-chose, puis très vite, votre œil accommode. Parce qu'il change son seuil de sensibilité, en fait, il va fermer ou ouvrir plus ou moins la pupille de votre iris. C'est un petit peu comparable, si vous voulez. L'arbre est capable de changer son seuil de sensibilité à la déformation de ses cellules.
Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi faire ça? Eh bien, l'intérêt, c'est de ne pas surrépondre en permanence aux vents courants, les vents journaliers, ces vents, thermiques, si vous voulez, des journées d'été. Et donc, c'est un filtre finalement pour l'arbre qui n'enclenche pas sa réponse de thymomorphogenèse à tout bout de champ et qui peut donc continuer à avoir sa croissance en hauteur pour gagner en hauteur sans être gêné par cette thymomorphogenèse. Il ne l'enclenchera que si la flexion est supérieure en force à ce qu'il a déjà connu. C'est le cas de la situation 3/3 de tout à l'heure. OK? C'est donc l'intérêt de l'apprentissage, de ne pas donc surrépondre et pouvoir quand même gagner en hauteur. Est-ce que j'espère que j'ai été à peu près claire? Parce que là, je passe à la deuxième, voilà, la deuxième contrainte qui est la gravité, mais vous allez voir que je vais aller très vite. Je vous montre juste pour vous faire prendre conscience de cette sensibilité à la gravité. Vous avez tous vu dans vos promenades des arbres en général poussant dans des talus, donc c'est plus souvent en montagne, mais ça peut être juste sur un talus, hein, des arbres qui sont courbés. Ou bien, même si vous n'êtes pas en montagne, vous avez certainement observé des arbres qui ont été penchés par un coup de tempête, inclinés par une tempête. S'ils ne sont pas déracinés et s'ils ne sont pas trop gros, ces arbres-là vont se courber à la base, exactement comme cela, et vont retrouver la verticale. Ça veut dire qu'ils perçoivent qu'ils sont inclinés par rapport à la verticale et qu'ils enclenchent une réponse de croissance qui va leur permettre de retrouver la verticale. C'est ce que fait ce jeune peuplier du laboratoire, hein, qu'on a incliné ici à 35 degrés et qui a, en quelques semaines, parce qu'il est jeune, il a décrit cette jolie courbe pour retrouver sa parfaite verticalité. C'est ce que fait aussi ce jeune peuplier, encore plus jeune, à qui, alors là vraiment on l'a embêté, on lui a mis la tête en bas. On lui a mis la tête en bas et je ne vous mens pas, ça c'est en 48 heures, donc c'est un peuplier qui a à peine un mois, hein, donc il est encore, tendre si j'ose dire. En à peine, 48 heures, il a courbé son extrémité et il a retrouvé la verticale. Il a remis sa tête vers le ciel et il va poursuivre sa croissance vers le ciel. Comment font ces arbres pour percevoir la gravité et pour retrouver la verticale? Eh bien, ils font ce qu'on appelle de la résilience. Donc tout à l'heure, c'était de la résistance. Cette fois-ci, c'est de la résilience. C'est un mot tout aussi joli. La résilience, c'est quoi en médecine? La résilience, c'est comment le corps se remet après un traumatisme et retrouve une vie socialement acceptable, peut-être sous une autre forme, peut-être avec un corps plus abîmé, mais une vie quand même acceptable. Et donc ça s'applique tout à fait aux arbres. Cet arbre tordu, courbé, il n'a pas la forme qu'il devrait avoir, guidé par son patrimoine génétique, qui est une forme parfaitement verticale. Il a une forme un peu courbée, mais il retrouve une vie socialement acceptable pour un arbre, c'est-à-dire, dressé à la verticale. Alors comment ils font tout ça? Ben, voilà, je vais vous inviter à aller visionner une autre conférence quand vous aurez terminé celle-là. Elle est courte, elle fait que 11 minutes, mais j'ai eu cette chance de pouvoir, faire un TEDx à Clermont il y a quelques années, en 2018, qui s'appelle «Les arbres se tiennent debout comme les hommes», où j'explique justement cette résilience en 11 minutes, donc c'est quand même un message assez court. Pour la trouver, soit vous allez sur le site de TEDx, soit vous tapez dans votre barre de recherche les 2 mots-clés TEDx et mon nom, Laine, et vous la trouverez, et vous pourrez donc la visionner. Donc oui, les arbres sont bien doués de sensibilité et peut-être même plus encore que la sensibilité au toucher. Est-ce qu'ils ont d'autres sens que le sens du toucher? Alors pour cela, eh ben, on va se pencher un petit peu sur les sens que nous avons nous et même qu'on va trouver dans le monde animal. Si je vous demandais quels sont vos sens, vous me diriez, parce que vous avez appris ça à l'école, que vous avez 5 sens, OK? Vous avez, allez, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Peut-être si vous êtes un peu plus, versé dans les sciences, vous me répondrez: «Bah, on a aussi le sens de l'équilibre». Je viens un petit peu d'en parler avec les arbres. Allez, j'en mettrai un sixième. En fait, il y a beaucoup d'autres sens qu'on va pouvoir identifier dans le monde animal et la classification que font les scientifiques de ces sens n'est pas celle que nous avons, nous, dans notre langage de tous les jours. En fait, ces sens sont classés selon la nature des signaux que l'on reçoit. Et il y a 3 grands types de signaux. Les signaux électromagnétiques.
dans lesquels vous allez avoir la lumière, puisque la lumière est une onde électromagnétique, et le sens qui correspond à la perception de cette lumière, c'est la vue. Donc vous retrouvez ici l'un de nos 5 sens que j'ai cités juste avant. Mais vous voyez que si on ne gardait que la vue, on ne pourrait pas parler de la magnétoception ou de l'électroception que nous n'avons pas, nous, hommes. Et donc pour pouvoir l'inclure dans la liste des sens, puisqu'elle concerne les oiseaux, les abeilles, les cétacés, les poissons, etc., eh bien, c'est plus pratique de parler de signaux électromagnétiques. Deuxième type de signaux, les signaux mécaniques. C'est ceux dont je viens de parler, hein. Le vent, la gravité pour l'arbre, ça peut être aussi le poids de la neige, hein, etc. On va retrouver notre ouïe et notre toucher ici. L'ouïe parce que le son, c'est aussi une vibration de l'air, donc c'est un signal mécanique. Et puis toute la liste qui est ici. Troisième type de sens, les signaux chimiques qui vont conduire au goût et à l'odorat chez nous, donc tout ce qui est la perception des molécules chimiques de notre environnement. Eh bien, je vais vous montrer, si on a encore un petit peu de temps, que les arbres possèdent eux aussi de la sensibilité dans les signaux électromagnétiques et dans les signaux chimiques, puisque j'ai déjà parlé des signaux mécaniques, je n'en reparle pas. Alors, côté signaux électromagnétiques, la lumière. Alors, vous allez me dire, bah oui, ça je sais quand même qu'un arbre a besoin de lumière pour vivre. On est d'accord. Cette lumière, vous savez que c'est une onde électromagnétique. Alors, on va faire simple, hein. En gros, ce qu'on voit, la lumière solaire, elle est composée de différentes couleurs qui s'accumulent, qui s'additionnent, si vous voulez, pour faire la lumière blanche du soleil. Et notre œil, en fait, n'est sensible à la lumière du soleil que dans une très faible portion du spectre lumineux qu'on appelle le spectre visible. C'est finalement les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la seule chose que notre œil est capable de voir. Du violet au rouge, en passant donc par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les voilà, si vous vous souvenez plus à quoi ça ressemble un arc-en-ciel, ici au-dessus de mes puits auvergnats, ou si vous êtes des férus de musique, à travers le prisme de verre de la pochette de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et donc là, en fait, on a en fait un prisme de verre qui décompose la lumière solaire et on voit apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la lumière du soleil, c'est bien plus que ça. Heu, en deçà du violet, nous avons ici des ondes, enfin une onde lumineuse avec des longueurs d'onde de plus en plus petites. Ça descend, hein, en taille, 100 nanomètres à 0,1 nanomètres. Sous le violet, c'est les ultraviolets, encore plus loin les rayons X, encore plus loin les rayons gamma. Et de l'autre côté, au-delà du rouge, des ondes plus longues, vous avez les infrarouges et puis les ondes radio, les ondes télé, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, nous, avec nos sens et notre perception humaine tellement pauvre et tellement limitée, on pourrait croire que la lumière se résume aux couleurs de l'arc-en-ciel. On va voir que non. Quand on fait pousser des plantes en rang serré, ici une petite expérience qui a été faite sur des plantes herbacées. Des plantes, ce sont des daturas proches du tabac. Vous avez en bas une culture où les plantes sont très espacées, la densité de culture est faible. On a mis 32 plantules par mètre carré. La culture du milieu, on les a serrées un petit peu plus, 100 plantules par mètre carré, et la culture du haut, on les a serrées beaucoup plus, 240 plantules par mètre carré. Toutes les plantes ont le même âge, je précise. Et vous constatez que, avec la densité qui augmente en montant vers le haut, eh bien vous voyez aussi que l'élongation de la tige est de plus en plus grande. C'est-à-dire que les plantes bien espacées en bas sont plus petites que les plantes du haut, qui gagnent plusieurs centimètres par rapport aux plantes du bas. Plus les plantes poussent serrées, plus elles poussent haut. Et cette stimulation de la croissance en hauteur commence alors même qu'elles ne se touchent pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas lié à des facteurs mécaniques comme j'ai expliqué avant. Si les plantes ne se touchent pas, cette densité croissante qui stimule l'élongation de la tige, par où ça passe? Donc l'hypothèse qu'avaient fait les chercheurs à l'époque, vous voyez que ça a déjà 25 ans pratiquement, hein, cette manip, c'était c'est peut-être des signaux lumineux. Les plantes se verraient-elles entre elles? Et donc, tous les travaux qui ont suivi ont montré qu'effectivement, les plantes sont capables de se percevoir via la lumière. Je vous montre. Ici, dans cette forêt, quand on est vers le sommet de la canopée, même au sommet de la forêt, en plein soleil, voilà le spectre lumineux qui arrive sur la tête des arbres, au sommet de la canopée. Je ne décris pas plus que ça, mais on voit que là, on est sur le spectre visible, hein, de 300 à 800. On est presque au-delà du spectre visible ici à 800 nanomètres. Et on voit qu'on a
une courbe en cloche. Ici, je suis à l'ombre, en dessous de la canopée. Et vous voyez que le spectre lumineux qui est mesuré dans la forêt est très, très différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a presque plus de lumière. Il en reste un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Alors, la première chose, ce qui est majoritairement absorbé par les feuilles de la canopée, c'est-à-dire que la lumière va traverser les feuilles du sommet de la forêt, mais elle va être majoritairement absorbée dans le bleu et dans le rouge. La preuve, j'ai plus rien là, vous voyez, dans ce qui correspond au bleu là et ce qui correspond au rouge, je vois bien que ma courbe, elle est à 0. Donc le bleu et le rouge de la lumière visible a été complètement absorbé par les feuilles. Ah ben, ça tombe bien, ce sont les deux radiations lumineuses qui sont efficaces sur la photosynthèse. C'est parce que les feuilles absorbent le bleu et le rouge que je n'en ai plus au sol, d'accord? Ou j'en ai moins, disons, hein. Ça, c'est la photosynthèse. Mais quand même, vous constatez, finalement, qu'est-ce que je vais mesurer en bas? Je vais mesurer un pic de vert. C'est d'ailleurs pour ça que je vois, moi, homme, je vois le monde végétal en vert, parce que le vert n'est pas absorbé par les feuilles. Donc, il traverse les feuilles, il est aussi réfléchi par les feuilles. Et puis, ce que je ne vois pas, parce que je suis limitée dans mes capacités sensorielles, mais c'est qu'il y a un pic d'infrarouge, ou on dit aussi de rouge foncé, infrarouge proche, un pic d'infrarouge qui est énorme sous les feuilles de la canopée. Le même spectre ici, hein, regardez, vous voyez l'absorption par la chlorophylle ici, de part et d'autre du pic du vert, et puis ce très grand pic dans l'infrarouge ici, que j'ai surligné en rouge, et je vous montre même, je reviens juste en arrière, il y a même encore des pics d'absorption plus loin, dont je ne parlerai pas, mais dont on se sert d'ailleurs en télédétection satellite pour observer la végétation sur Terre. Moi, ce qui m'intéresse ici, là, c'est cet infrarouge proche. Pour vous dire très simplement, si vous ne m'avez pas suivi, qu'une plante avec ses feuilles vertes, un arbre avec son houppier, quand il est présent dans le milieu aérien, il enrichit très fortement son environnement proche en rouge foncé, en infrarouge proche. Il rayonne littéralement d'infrarouge proche, mais nous, on ne le voit pas. Donc on le voit vert, nous. Il y a tous les êtres capables de percevoir les infrarouges proches, voient les arbres et les plantes en rouge. Et ce rouge foncé, ça va donc devenir un signal pour la plante voisine. D'accord? Et effectivement, on a cherché par quels yeux les plantes pouvaient se voir, et on a trouvé dans les feuilles vertes des pigments qu'on appelle les phytochromes, qui sont finalement des yeux, entre guillemets, hein, des yeux diffus dans les cellules vertes des plantes et des feuilles des arbres, qui sont sensibles aux infrarouges et qui vont être excités ou éteints, c'est selon, par cet infrarouge, et ça va déclencher des réponses de croissance, en particulier ce qu'on appelle la réponse d'évitement de l'ombre. Qu'est-ce que c'est cette réponse? En gros, deux plantes qui poussent côte à côte et qui se perçoivent, qui s'auto-perçoivent mutuellement par leur phytochrome, grâce à la réflexion des infrarouges, vont avoir tendance à pousser le plus vite possible vers le haut. Et comme elles font toutes les deux la même chose, elles vont pousser au coude à coude. C'est pour cela que les champs de blé sont tous à la même hauteur. Et d'ailleurs, quand on mute, quand on abîme les phytochromes dans une plante de manière artificielle, en laboratoire, quand on supprime les phytochromes dans une plante, eh bien le champ de blé, il pousse n'importe comment. Et les épis ne sont pas tous à la même hauteur. Donc le fait que toutes les plantes d'un même champ poussent à la même hauteur, c'est lié à la perception visuelle, entre guillemets, qu'ont les plantes entre elles. Alors je mets toujours des guillemets parce qu'évidemment, la vraie vision chez nous, il n'y a pas que de la perception de la lumière au niveau de l'œil, il y a bien sûr tout un système d'intégration du signal et de fabrication d'une image dans notre cerveau. Ça n'existe pas chez les plantes. Mais il y a quand même cette entrée qui est la perception d'un signal lumineux. Et c'est pareil chez les arbres. Prenez une forêt, une canopée. Que font les arbres? Ils poussent au coude à coude le plus vite possible on dit pour atteindre la lumière, mais c'est aussi parce que surtout, ils se perçoivent les uns les autres et que c'est la course à la croissance en fait. Ok, donc
Les phytochromes, excusez-moi, je vois plus ce que je dois dire parce que j'ai cette barre qui me gêne. Voilà. Ces phytochromes, ils sont bien connus chez les plantes herbacées. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur les plantes herbacées, un peu moins chez les arbres. Mais ce que je vous raconte est vrai parce que on a bien trouvé les phytochromes dans les génomes des arbres que nous avons à notre disposition. Vous savez que pour faire de la recherche, on est obligé d'avoir des modèles. On ne peut pas travailler sur les 73 000 espèces d'arbres, essences d'arbres qui existent sur la planète. On travaille sur, allez, peut-être une vingtaine de modèles. Et sur ces modèles, on va créer des outils. On va travailler sur le chêne, sur le pin, sur le pin maritime, sur l'eucalyptus, sur le peuplier, etc. Et dans tous les génomes qu'on a séquencés de ces arbres-là, on retrouve les phytochromes. Donc le processus, il est bien présent chez les arbres. C'est peut-être même lui, c'est une des hypothèses, qui serait responsable de ces fameuses fentes de timidité des houppiers que l'on observe, alors ici à droite sur des espèces tropicales, mais ici à gauche dans une hêtraie à côté de chez moi en Auvergne, où j'ai pu observer ces fentes de timidité absolument magnifiques, montrant en fait les houppiers taillés en mosaïque, si vous voulez, et ne s'interpénétrant pas, ne poussant pas les uns dans les autres, si vous voulez. Et ça s'observe assez facilement quand on est dans une forêt peut-être un peu spéciale, hein, disons une forêt équienne. Équienne, ça veut dire où tous les arbres sont de la même essence et du même âge, ce qui était le cas à peu près à l'endroit où je me trouvais. Troisième et dernière partie, dernier point, les signaux chimiques maintenant. Alors ces signaux chimiques, en fait, ils sont partout. Ces molécules de chimie, elles sont partout dans l'air, on les respire nous-mêmes en permanence. Tous les parfums que vous pouvez sentir quand vous vous promenez en forêt, ce sont des molécules chimiques qui flottent dans l'air. Et puis, vous pouvez même les voir parfois. Alors, ici, cette photo, c'est une photo d'une forêt américaine, hein, dans un parc qui a la particularité d'être baptisé le Great Smoky Mountains. Ça veut dire les grandes montagnes fumeuses. Pourquoi? Parce que très fréquemment, à l'aube, on voit ces montagnes fumer. Et en fait, cette fumée, ce sont des composés chimiques fabriqués par les arbres qui sont émis dans l'atmosphère. On va trouver la même chose sur cette fameuse ligne bleue des Vosges. Vous savez, quand on était petit, on nous apprenait en géographie la ligne bleue des Vosges. On voyait ces photos de ce massif vosgien bleuté. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est lié à la production de ces composés. Alors, quels sont-ils ces composés? Ces composés, ce sont ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Je vais vous montrer et je vais vous prouver que l'arbre, c'est une véritable usine chimique parce qu'il fabrique énormément de substances chimiques. Alors, comment le fait-il? Il le fait grâce à une machine qu'on appelle le métabolisme secondaire. Secondaire, ça veut dire qu'il y en a un primaire. Oui, parce que le métabolisme primaire, métabolisme, ça veut dire la machine pour tourner, si vous voulez, hein. Dans le métabolisme primaire, ce sont les grandes fonctions qu'on a étudiées au début, je dirais depuis 100 ans, c'est-à-dire la respiration, la photosynthèse, la fabrication des acides aminés, des protéines, voilà, tout ça. Ça, c'est le métabolisme primaire. Et puis, quand on étudiait ce métabolisme primaire, les biochimistes trouvaient des tas de molécules, des tas de petites substances dont ils ne comprenaient pas l'utilité. Ils ne savaient pas à quoi elles servaient, ces substances. Ils pensaient que c'était des déchets du métabolisme primaire au début. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à étudier ces composés et leurs voies de fabrication, on a compris qu'il y avait un métabolisme parallèle, on l'a donc appelé secondaire, qui prend naissance sur des substances du métabolisme primaire, ce qu'on appelle des molécules carrefour, et qui va fabriquer donc ces substances, dites métabolites secondaires, hein, substances du métabolisme secondaire, qui sont en gros de trois natures. Je ne vais pas vous bassiner avec de la chimie, mais en gros, voilà des terpènes, des phénols, des composés azotés. Des terpènes, des phénols, c'est tout ce que vous sentez et que vous aimez quand vous vous promenez en forêt. C'est l'odeur du sol, c'est l'odeur de la terre, c'est l'odeur de la résine, c'est l'odeur de vos plantes aromatiques, etc. Et dans ces substances-là, il y en a beaucoup qui sont volatiles. Heureusement, parce que sinon, vous ne les sentiriez pas, hein. Donc, volatiles, ça veut dire qu'ils sont capables d'être diffusés dans l'air. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui restent solubles dans l'eau, hein, qui restent dans un milieu aqueux. Alors ça, c'était pour vous faire peur, c'est pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Vous voyez, des tas de petits machins, ça fait peur, ça fait un peu Céveso quand même, hein. Ben, c'est la chimie du vivant, hein.
Alors, ces molécules, elles ont plein de noms. Alors, vous voyez, nous, en français, on les appelle les COV, les composés organiques volatiles. En anglais, c'est l'inverse, c'est les volatile organic compounds, les VOC. Quand on parle de ceux des feuilles, on les appelle les green leaves volatiles, les composés volatiles verts des feuilles. Depuis 1928, on leur avait donné un nom quand même, hein, on les appelait les phytoncides. Un mot qui est un petit peu revenu à la mode. On a retrouvé ce mot dernièrement dans beaucoup d'écrits de vulgarisation. Les phytoncides, pourquoi pas. J'aime pas bien parce que ça fait un peu tueur. Il y a, il y a le, comment dire, le suffixe cide qui veut dire qui tue. Or, ces molécules-là, elles sont pas faites que pour tuer, hein. Et puis voilà, vous allez les trouver beaucoup dans toutes vos huiles essentielles, dans les résines, elles sont présentes. Alors, que dire de plus sur ces molécules? Eh bien, ce métabolisme secondaire, il est, la plante, l'arbre en fabrique en permanence, de manière constitutive, ou bien en réponse à de nombreux stress, de nombreuses contraintes de l'environnement, que ce soit des contraintes liées au vivant ou aux facteurs physiques de l'environnement. Biotique, ça veut dire lié au vivant. Par exemple, une chenille qui vient grignoter une feuille, eh bien, la feuille va produire des substances du métabolisme secondaire. Voyez ici une petite image qui vous est montrée sur cette petite plante. Vous avez en fait vous voyez que c'est produit partout, par tous les organes de la plante, par les fleurs, par les feuilles, par les racines, dans le sol, dans l'air, partout. Une myriade de composés chimiques sont fabriqués par les plantes et par les arbres, dans le sol et dans l'air. On estime que 20% du carbone fixé par un arbre, par une plante, par jour, 20%, est tout aussitôt ou dans les heures qui suivent, libéré dans l'air sous forme de composés organiques volatiles. Donc ça veut dire que c'est un poste, hein, ce qu'on appelle un poste, c'est-à-dire un poste de travail, hein, qui est très cher, hein, pour l'arbre ou pour la plante. Et il utilise 20% de ce qu'il a pu fabriquer par sa photosynthèse pour fabriquer ces composés-là. Alors ça lui sert à quoi? Eh bien, voilà un exemple chez un arbre, ici chez un conifère. Là, je vais vous montrer un exemple où ça lui sert à faire la guerre. C'est la guerre chimique chez les conifères, hein. Alors ce conifère-là, quand il est attaqué, par exemple par une chenille qui vient pondre ses œufs sur ses aiguilles, il va produire en réponse des composés organiques volatiles qui vont avoir un effet de répulsion sur la chenille. Quand il est criblé de trous par des foreurs comme les scolites, si l'arbre est en bonne santé et vaillant, c'est-à-dire s'il n'est pas affaibli par des sécheresses précédentes, il est tout à fait capable de se défendre en produisant de la résine qui contient des tas de composés du métabolisme secondaire et aussi des composés organiques volatiles visant à repousser l'assaillant. Il est même capable, une fois attaqué, d'émettre des composés volatiles dans l'air qui vont être perçus par des alliés, ce qu'on appelle des parasitoïdes, des petites guêpes qui, percevant cette odeur, ce cocktail de senteurs, va être attiré et venir pondre ses œufs dans la chenille qui est en train de faire elle-même sa ponte, ou dans les œufs déposés sur les aiguilles, ou dans le scolite ou la larve de scolite qui est en train de forer ses galeries sous l'écorce. Et ça, évidemment, ça va permettre de limiter la pression herbivore, la pression de ponte, la pression des mangeurs de bois, etc. sur l'arbre. Donc en gros, ces composés organiques volatiles, ce sont des armes chimiques, volatiles ou pas, qui permettent à l'arbre d'avoir une véritable défense, une véritable immunité face à ses attaquants. Et finalement, comment ça se passe? Est-ce que les arbres sont eux-mêmes capables de sentir, parce qu'on a vu qu'ils pouvaient émettre ces molécules de chimie dans l'air, est-ce qu'ils sont capables même de les sentir, de les percevoir? C'est-à-dire, sont-ils capables de faire de la chimio ou chémoperception? Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Bah, c'est notre odorat. D'accord? Notre odorat, alors, vous voyez ici, vous êtes en train de sentir, un petit peu de lilas, les molécules volatiles vont rentrer dans votre fosse nasale et là, dans votre fosse nasale, il y a ce qu'on appelle le bulbe olfactif à la base de votre cerveau et dans lequel il y a des neurones, les neurones olfactifs qui viennent ici pointer leurs, extrémités vers la cavité nasale et les molécules ici, de cette cavité, vont être perçues par des petits récepteurs qui sont adaptés à chaque molécule chimique. En gros, le système, c'est un mécanisme de type clé-serrure. Il y a une clé, c'est la petite molécule odorante, et la serrure, c'est le petit récepteur
au bout du neurone. Et si la clé trouve la serrure, ça va créer un petit signal électrique envoyé à notre cerveau. D'accord? Ça, c'est l'odorat. OK. Alors maintenant, excusez-moi, il y a une petite erreur, c'est qu'il y a 2 fois la même diapo. Désolée. Chez les arbres, eh bien, je vous montre un seul exemple parce qu'il y en a plein, hein, bien sûr. Je vous montre l'exemple d'une molécule volatile qu'on appelle l'éthylène. Pourquoi je vous montre celui-là? Parce que cette molécule volatile qui fait partie de ces composés du métabolisme secondaire, on la connaît depuis très longtemps. Je vais vous montrer depuis quand. Depuis 1901, on la connaît. Pourquoi? Parce que au début du XXe siècle, nos villes étaient éclairées avec des becs de gaz. Il y a ici l'allumeur de bec de gaz qui tous les jours venait allumer le bec de gaz pour qu'il y ait de la lumière la nuit dans la ville, et en brûlant, ce bec de gaz libérait, on ne le savait pas à l'époque, hein, mais on a compris depuis qu'il libérait de l'éthylène, et cette éthylène avait pour effet de faire tomber les feuilles des arbres prématurément autour du bec de gaz. Donc une action sur l'arbre lui-même, ce qui montrait déjà que l'arbre percevait la présence de cette éthylène. Depuis, on a montré que l'éthylène, effectivement, est une substance qui agit sur la croissance et sur la vie des plantes en général. Vous avez juste une petite expérience pour vous montrer cela. Une pomme ici. La pomme, pourquoi? Parce qu'en mûrissant, une pomme va émettre énormément d'éthylène. Vous le savez, si vous laissez pourrir une pomme dans votre panière de fruits ou une banane dans votre panière de fruits, elle va faire pareil. Elle va accélérer le mûrissement des autres fruits. Donc si vous voulez pas que tout pourrisse, il vaut mieux enlever vite la pomme qui est en train de pourrir parce qu'elle est une véritable source d'éthylène. Et donc cette pomme ici qui produit beaucoup d'éthylène dans ce sac étanche, et ici nous avons des petites plantules, hein, qui ont été mises dans le même sac, des plantules de soja. Elle va être perçue, elle va avoir une action sur ces petites germinations et elle va modifier leur croissance très fortement. Et comment? Eh bien simplement parce que cette éthylène, petite molécule volatile, va être reconnue par la serrure, qui est le récepteur à l'éthylène, ETR1. Et lorsque le récepteur à l'éthylène perçoit la petite clé, eh bien il libère une autre substance qui verrouillait la serrure, et en étant libérée, l'action peut se faire, l'action étant la modification de la croissance. Voilà, donc là aussi, c'est un mécanisme clé-serrure, et donc on a une véritable chémoperception, perception des molécules chimiques par les plantes et par les arbres. Voilà. Alors la preuve, c'est que on a aussi montré qu'une plante, lorsqu'elle est attaquée par une chenille, ici, je vous ai dit qu'elle produisait des substances volatiles. Alors déjà, elle produit des substances pour se défendre elle-même, hein. Donc, dans son métabolisme secondaire, ses défenses vont augmenter pour repousser la chenille. Et puis, les composés organiques volatiles sont potentiellement captés, peuvent être perçus par la voisine, qui, elle, n'est pas attaquée par la chenille. Et cette voisine, étonnamment, elle se met à produire des substances de défense, elle aussi, alors qu'elle n'est pas attaquée par la chenille grignoteuse. Et on appelle ça du priming en anglais. En gros, c'est de la vaccination, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que la petite substance volatile, elle vient vacciner la plante ici et elle la met dans un état de défense tel que si la chenille ou une copine venait à se poser sur la feuille de cette deuxième plante, elle serait repoussée immédiatement parce que la plante, elle est en état de défense maximale elle aussi. Ok, donc chez les arbres, ça existe la même chose, ces odeurs qui alertent les voisins d'une attaque. On a montré ça dans des chambres de culture, hein. Au début, le début de l'histoire, c'est les années 80, où des chercheurs américains arrachent des feuilles d'un peuplier pour mimer une pression herbivore sur un jeune arbre, et ils se rendent compte que leurs témoins, auxquels ils n'ont pas touché, ils n'ont pas arraché de feuilles, produisent des mêmes substances de défense. Donc ils ont dit, bah, il y a quelque chose qui s'est baladé dans l'air, puisque les arbres étaient en pot, donc il n'y avait pas de communication par le sol. Et automatiquement, c'est une substance qui a dû se répandre dans l'air, une communication d'alerte. OK? Alors la question qu'on peut se poser pour terminer quand même, c'est si les arbres se préviennent entre eux d'une attaque, est-ce que c'est très intéressant pour l'arbre lui-même? Quel est l'intérêt écologique et évolutif d'un tel processus? Parce que finalement, un arbre et son voisin est un concurrent pour l'arbre, puisqu'ils sont sur le même sol, les mêmes réserves en eau, la même lumière, et donc c'est un potentiel concurrent. Donc quel avantage à prévenir son voisin? Vaudrait peut-être mieux le laisser crever,
parce que ça ferait plus de lumière et d'eau dans le sol, ou d'éléments minéraux dans le sol. En écologie, effectivement, partager les ressources diminue la valeur sélective de l'individu. C'est pas très bon d'avoir des concurrents, hein. Alors peut-être que l'interprétation de communication entre les plantes et entre les arbres, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait un peu nuancer, parce qu'il y a eu d'autres études qui ont montré, ici une étude de 2010, qui a montré qu'en fait le signal volatile, le composé organique volatile qui se balade en plein champ, en pleine forêt, vraisemblablement, il est très vite perdu, très vite dilué autour de la plante. Et ces chercheurs-là ont montré qu'au-delà de 50 centimètres, au-delà de la plante émettrice de signal, il n'y a plus rien. Les autres plantes ne perçoivent plus rien. Donc, elles deviennent sourdes au-delà de 50 centimètres. D'accord? Et l'hypothèse qui a été proposée, du moins, non pas l'hypothèse, mais l'interprétation qui a été proposée, c'est que finalement, ces composés organiques volatiles qui se répandent dans l'air, ils ne sont peut-être destinés qu'à la plante elle-même, qu'à l'arbre lui-même. C'est peut-être une communication propre à la plante, intraplante, qui déborde. Je m'explique. La communication de cette plante aurait deux niveaux. Le premier, ça serait la première phase, ça serait un signal rapide volatile. Vous voyez ici, cette feuille qui est abîmée produirait un signal volatile qui viendrait prévenir, entre guillemets, les feuilles voisines, mais de la plante, d'accord? Qui se mettrait donc en état de défense maximum, ce qui, comment dire, éviterait aux autres feuilles voisines d'être attaquées. Et d'autre part, ce signal volatile induit la phase numéro 2, qui est la mise en place d'un signal relais beaucoup plus long à se mettre en place et beaucoup plus durable sur plusieurs semaines. Le premier, c'est quelques heures. Le deuxième, c'est plusieurs semaines. Et cette fois-ci, ce signal passerait par les voies de circulation des sèves, donc par des liquides, et les molécules seraient solubles. Et ça permettrait de mettre en place une phase de défense beaucoup plus durable pour la plante et systémique, c'est-à-dire du sommet de la plante jusqu'au bout de ses racines, en fait. D'accord? Donc un signal aérien précoce qui serait relayé par un signal interne plus durable. OK? Ce qui fait que finalement, ce qu'on pense être de la communication entre les plantes, et là je fais un peu de provocation, mais parce que je veux attirer votre attention sur le fait que en science, il faut avoir de l'esprit critique. Peut-être que ce qu'on observe, ce qu'on appelle de la communication entre les plantes, ça n'est que de la communication d'une plante pour elle-même qui déborde et qui serait perçue par accident, interceptée par accident, par des espions, des espionnes, des plantes voisines qui seraient des espionnes et qui capteraient des messages qui ne leur sont pas destinés. Donc ça ne serait pas le Watergate scandale, ça serait le Plantgate scandale, pour le petit trait d'humour. Mais pour vous dire que je ne sais pas qui a raison. Est-ce que c'est l'interprétation de la communication entre les plantes? Est-ce que c'est l'interprétation de la communication de la plante elle-même qui déborde? Tout ce domaine-là de la communication des plantes et des arbres, c'est un front de science. On est encore en train de découvrir. Et les publications, je ne peux pas vous les montrer toutes, mais c'est pléthore, c'est énorme. C'est un domaine de recherche qui est très, très, comment dire, efficace. Pour conclure, quand même, sur cette sensibilité des arbres et des plantes, parce que les arbres ne sont finalement que des plantes particulières, ce monde végétal développe une sensibilité absolument incroyable. On a quand même déjà découvert plus de 700 capteurs sensoriels différents répertoriés chez les plantes pour capter, alors ici c'est en anglais, mais pour analyser, enfin pour percevoir tous les signaux possibles et imaginables, extérieurs à gauche comme intérieurs à droite, la lumière, les mécaniques, les chimiques, des signaux externes vivants, non vivants. La plante, l'arbre, analyse son environnement en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça se comprend, c'est en lien avec sa vie fixée. Hein, la plante, l'arbre est un être qui ne peut pas fuir son milieu, qui ne peut pas fuir les contraintes environnementales qui lui sont infligées, et donc a développé au cours de l'évolution un mode de sensibilité ultra performant, ultra développé pour pouvoir percevoir la moindre variation d'un facteur de l'environnement et s'adapter en permanence. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir persuadé que oui, les plantes et les arbres sont des êtres sensibles, donc oui, comme toutes les plantes. Finalement, je dirais aussi que l'arbre est un être sensible, mais comme tout le vivant.
parce que je vous ai fait un grand laïus sur l'arbre, mais j'aurais pu prendre le navet. Le navet ou la betterave, c'est exactement la même chose. La petite mauvaise herbe, le ver de terre, la bactérie, le champignon, tout le vivant est sensible. C'est la définition même du vivant, la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à percevoir et à répondre de manière adaptée. Avec cette capacité d'apprentissage qui peut-être, est nouveau pour vous parce que c'était quand même quelque chose qui était très peu connu, que nous avons montré nous à Clermont sur les arbres, qui est développé dans d'autres laboratoires sur des plantes herbacées. De plus en plus, on démantèle, on analyse ces processus d'apprentissage des plantes et des arbres. Et j'ai essayé d'attirer votre attention donc sur le danger des interprétations trop rapides et peut-être, toujours, pouvoir garder son esprit critique. Si vous voulez en savoir plus, je répondrai à vos questions dans 2 minutes évidemment, mais je voulais vous indiquer un petit peu de biblio. Alors évidemment, je fais ma propre pub, mais parce que dans le livre «Dans la peau d'un arbre» qui est paru en 2021, eh bien, tout le dernier chapitre, le chapitre 7, est consacré à la sensibilité des arbres. Vous y trouverez bien plus de données que ce que j'ai eu le temps de vous montrer ici. J'ai mis également quelques livres de collègues que je trouve excellents, comme le livre de Francis Martin sur les champignons, dont les champignons mycorhiziens sous la forêt, et le livre de Marc-André Sellos, Jamais seul, extraordinaire aussi, qui vous montre qu'un arbre est un être qui ne vit jamais seul, mais vous aussi, hein, vous ne vivez pas seul, vous vivez avec au moins autant de cellules bactériennes dans votre corps que de vos cellules humaines. Et puis j'ai mis aussi le livre de Quentin Yernaud, qui est un philosophe belge, un jeune philosophe belge que j'aime beaucoup, qui a écrit Du comportement végétal à l'intelligence des plantes aux éditions Quae. Je ne suis pas allée vérifier sur internet, mais ce livre jusqu'à présent était téléchargeable gratuitement sur internet. Il suffisait de taper son nom, Yernaud et comportement végétal ou intelligence des plantes, vous allez le trouver. Voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie d'un nouveau livre, le 20 mars. Je me suis beaucoup amusée dans ce livre. Il s'appelle Vous avez dit bizarbre et ce sont des entrées, de science par les bizarreries des arbres et Dieu sait s'il y en a et donc là aussi la sensibilité des arbres est, constamment mise en valeur. Si la communication vous a intéressé, ben, il y a une petite conférence que j'ai donnée il y a quelque temps. Elle est disponible sur la web TV de l'UCA, de mon université. Là aussi, pour la trouver, il suffit de taper les mots-clés web TV, UCA, laine et communication. Mon site internet, si vous voulez, en tapant mon nom et vous rajoutez tout simplement Wix dans votre barre de recherche parce que c'est un site internet Wix. Sinon, vous ne le trouvez pas. Et là, il y a un petit onglet à voir, à écouter. Et j'ai mis là-dessus tout ce qui avait pu être filmé comme conférence, des podcasts radio, etc. Si vous aimez les arbres, vous devez de suivre le MOOC Arbre qui a donc c'est un MOOC, c'est un cours en ligne, hein, d'accord? Qui a été proposé par l'UVED l'année dernière, mais tous les cours, toutes les vidéos sont disponibles, cette année encore, donc régalez-vous. Moi, je vous avoue que j'ai appris des tas de choses, hein, en regardant les vidéos des collègues, donc le MOOC Arbre et enfin, je vous remercie infiniment de votre attention et je réponds très volontiers à vos questions. Donc, déjà, un grand merci, Catherine, pour ton intervention. Pour la petite info, nous, on s'était rencontrés il y a à peu près de ça, je pense, 1 an et demi lors d'une conférence. C'est ça, Et exactement. voilà, et donc on avait bien accroché tous les deux. Oui, Donc, merci pour ton savoir, c'est utile. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre des arbres et tu nous le montres bien. Même moi, là, j'ai pris des informations de super. certaines choses que je ne connaissais pas encore. Et voilà. Et voilà. Donc visiblement il y a du monde, donc c'est très bien. Ça, de toute façon, les arbres intéressent de plus en plus Oui, les personnes, et je pense que tu peux tu peux le confirmer. absolument. Et maintenant, on va laisser peut-être qu'il y a quelques petites questions qui sont arrivées. On va essayer de te les relayer et que tu puisses répondre, mais on va pas forcément donner la parole aux gens, sinon on va jamais y Oui, arriver. c'est Mais ça. voilà, Ouais, je comprends, toutes les bien sûr. questions, voilà, on va te les envoyer. Donc, je donne le relais à Angela. Ouais. Alors attends, faut que je retrouve les notes. Voilà, c'est là. Alors, je vais là, voilà. Donc les questions, on va faire par ordre en fait de la présentation, hein. Oui, bien sûr. Très bien. Donc les premières questions, il y avait une première question. Alors on avait que quelques personnes qui étaient très
Il y a 3-4 personnes qui ont posé plusieurs questions. Alors, arboriste conseil. Alors, nous avons un arboriste qui nous posait la question par rapport à la force. Alors, on revient à la force du vent, c'était au tout début. Oui. Il y a une question, c'est quelle est la force de vent ou l'amplitude de mouvement en centimètres ou en mètres qui appelle une réponse de la part de l'arbre? Alors, c'est une bonne question et en même temps, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'en fait, justement, ça dépend de ce que l'arbre a vécu. Ça dépend donc de son âge, de l'endroit où il est planté et de ce qu'il a déjà vécu. Parce que si vous m'avez bien comprise, au fur et à mesure de son avancée en âge, cet arbre modifie son, son niveau de sensibilité et donc il est à un certain moment de sa vie insensible à une certaine force de vent. Je ne peux pas vous dire laquelle, ça dépend de son âge, ça dépend de sa situation. Et à un moment, de plus forts coups de vent vont redéclencher la thymomorphogenèse et lui faire gagner en résistance, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'un arbre jeune a moins de résistance qu'un arbre. Plus l'arbre va avancer en âge et plus il devient sage, plus il acquiert de ses résistances et moins il répond à tous ces vents qu'il a déjà vus. Ok. Alors, donc ça, il y a bien dommage que vous ne puissiez pas. Alors, attendez, je reprends. Désolée. Parce qu'à chaque fois, non, mais je Mais suis en train de. c'était une bonne question quand même, parce que juste pour compléter cette réponse, pendant très longtemps, le vent est un facteur que les forestiers n'ont jamais pris en compte dans la gestion d'une parcelle forestière. On gère plutôt la lumière, on gère on fait des allées coupe-feu pour gérer les incendies, mais on pense pas au vent. Et pour faire du bois, vous m'avez bien suivi, pour faire du bois, il faut du vent. Il faut que les arbres voient le vent. Et donc, cette question du vent, elle commence à être intégrée dans les plans de réflexion, de gestion des parcelles forestières pour dire il faut que le vent puisse circuler dans les forêts pour que les arbres puissent se mesurer au vent pour pouvoir apprendre du vent en fait et faire du bois. D'accord. Donc il serait bien d'arrêter le phénomène de monoculture quelque part, Ah ben puisque ça c'est clair parce qu'il y a plein d'autres raisons pour ça, Thomas, tu le sais aussi bien que moi. Parce que le phénomène de monoculture, ce qu'on constate actuellement, c'est que nos plantations de monospécifiques, quand elles sont malades, principalement parce que, par exemple, les plantations d'épicéas qui ont été faites en dehors de la zone de répartition naturelle de l'arbre, hein, c'est-à-dire la montagne, on les a plantés plus bas qu'ils n'auraient dû être plantés. Quand on les plante, à ce moment-là, il y a de l'eau à foison, on n'a pas ces problèmes de sécheresse qu'on a maintenant. Là, maintenant, ça bascule parce que le climat bascule. Et donc, ces arbres ne sont pas équipés pour lutter contre le manque d'eau, finalement. Donc, ils s'affaiblissent et parce qu'ils s'affaiblissent, ils ne peuvent plus lutter efficacement contre leurs ravageurs, les fameux scolites. Et en plus, pour les scolites, alors c'est pain béni, hein, ces plantations monospécifiques, c'est comme si, je dis souvent, Thomas, je ne sais pas si tu aimes les pains au chocolat ou les chocolatines, je ne sais pas comment on dit chez toi, mais imagine que je te mets devant un champ de chocolatines, tu adores ça, et c'est libre service. Tu vas manger jusqu'à plus soif, jusqu'à plus faim. Et bien, les scolites, c'est ça, c'est plantation monospécifique. Il y a à manger à perte de vue que des arbres affaiblis, c'est royal. Et ajoute à ça que le changement climatique fait que le nombre de vagues de parasites qui était, fut un temps de 2 vagues par saison de végétation, maintenant on atteint 3 vagues et à certains endroits même 4, c'est royal quoi. Enfin c'est mauvais pour les arbres. Donc le côté monospécifique, on est en train de constater qu'effectivement c'est pas très bon. Et on constate aussi, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais si tu mets plusieurs espèces dans une parcelle, le scolite qui est amoureux de l'épicéa, il aura moins à manger. Donc, il pourra peut-être venir à bout de l'épicéa affaibli, mais il mangera pas, je dis des bêtises, mais il mangera pas l'essence d'à côté. Donc, en fait, tu vas diluer la pression de l'herbivore en mettant différentes essences au même endroit. Et puis, il y a plein d'autres arguments pour cela, hein, certainement des arguments justement de molécules chimiques dans l'air, etc. Enfin, Ok, merci Catherine. Alors, je continue toujours dans la chronologie hein, de votre présentation. Les phytochromes, donc il y a 2 questions. Je me suis aussi posé la question, les oiseaux voient-ils des arbres et des plantes en rouge? Et dans la même continuité,
Est-ce que ce sont les plantes de la même espèce qui se reconnaissent grâce au phytochrome ou si des individus de variétés différentes font la même chose? Ouais. Alors, les oiseaux, je ne sais pas, mais s'ils sont capables de percevoir les infrarouges proches, eh bien, vraisemblablement oui. J'avoue que là, j'avoue mon ignorance, donc je ne sais pas si les oiseaux voient dans l'infrarouge. Parce qu'en fait, pour voir cet infrarouge, il faut donc avoir des yeux sensibles aux infrarouges. D'accord? Pour la deuxième partie de la question, ah oui, est-ce que les Pour les plantes plantes se de la- reconnaissent entre essences? Alors, ça, on ne sait pas du tout, et vraisemblablement pas. J'en sais rien. Enfin, ce qu'on sait, c'est que les phytochromes sont sensibles, sont excités par ces infrarouges proches. On n'a pas fait d'études à ma connaissance, hein. Faudrait que je fouille un petit peu sur la réflexion d'infrarouge d'une essence perçue par une autre essence voisine différente. Je ne crois pas que ce soit fait. Il faudra que je fouille quand même. Mais donc là aussi, je ne peux pas répondre à la question. Tout ce qu'on sait, c'est on connaît à peu près le mode de fonctionnement de ces phytochromes dans les plantes herbacées. Ça a été très étudié sur la rabette, justement. On connaît bien la cascade de réactions, comment ça se passe du phytochrome excité jusqu'à la réponse de croissance. Voilà, on a bien décortiqué ça. On voit que les phytochromes existent dans le génome des arbres. On suppose qu'il se passe la même chose dans les arbres. Et on constate qu'effectivement, dans une futaie, les arbres poussent tous à peu près à la même hauteur. Vous voyez, on fait en fait ce qu'on appelle de l'analogie. On part d'un modèle, la rabette, et on transpose à une autre situation, avec toute la prudence qu'il faut en disant, je pars d'un modèle, parce que là, la recherche, il ne faut pas se leurrer, hein, elle se fait sur des modèles, et on transpose sur le monde réel. On n'est pas sûr que ce soit toujours valable. Mais voilà, c'est d'ailleurs le choix du modèle. Alors, l'arabette, c'est quand même pas tout à fait le bon modèle pour les arbres, hein. C'est pas un arbre, une arabette. Donc, très souvent, on va travailler sur le peuplier pour pouvoir transposer sur les feuillus, par exemple, ou on va travailler sur le pin pour pouvoir transposer sur les résineux. Vous n'êtes pas d'accord avec Peter Wolleben qui affirme que les arbres coopèrent ensemble? J'adore parce que je vois apparaître la question et comme mon œil est attiré par Peter Wolleben, je suis obligée de répondre, Angela. Je suis désolée, je vous coupe le Mhm. fil de vos questions. Oui. Alors, le Peter Wolleben, on a encore une heure devant nous ou pas? Parce que, Une heure, peut-être pas. voilà, Voilà, moi, ce mais, que je veux dire de Monsieur Wolleben, c'est que il a fait un livre formidable, La vie secrète des arbres, en 2017. Pourquoi je dis formidable? Parce que ce livre a déclenché à réveiller les consciences. Je pense qu'il fait partie de ces outils qui ont réveillé le grand public pour se dire, ah bon, mais les arbres font tout ça, mais c'est formidable, mais donc faut arrêter de les couper. Donc voilà, ça fait partie de ces outils qui ont réveillé les populations. Par contre, quand je lis ce livre, et je l'ai lu, moi je bondis à chaque page ou presque, parce que il y a beaucoup d'approximations, de généralisations, de transposition abusive, il y a même des mensonges scientifiques et il y a très peu de données scientifiques. Moi, par exemple, en tant que scientifique, j'avais envie de dire, mais d'où tu sors ça? Elle est où l'étude? Elle est où la publication que j'aille la lire? Et il n'y a pas ça. Si vous lisez mon livre, vous verrez qu'à la fin, dans la peau d'un arbre, il y a je sais pas, 10 pages de références biblio. Je sais bien que les gens iront pas les lire, mais je les ai mises pour montrer que ce que je raconte, c'est issu de travaux publiés. Alors, je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, je dis que ce qu'il dit n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, moi, ça ne me satisfait pas. Mon esprit critique me dit, je ne suis pas sûr de ce que tu me dis. D'où sors-tu cela? Est-ce que c'est démontré? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que la communauté scientifique l'admet? Si pour moi ça l'est pas, problème de la vulgarisation anthropocentrée, oui et non, parce que moi aussi j'en fais de l'anthropomorphisme, parce que c'est un bel outil. C'est un bel outil parce que ça permet de se transposer un moment dans la peau de cet arbre et de se dire, je me mets à sa place, donc moi aussi j'en fais, mais il faut en faire à petite dose. Il faut toujours revenir aux faits scientifiques, et j'espère l'avoir fait ce soir. je continue avec les questions alors. Vas-y. Alors, donc là, toujours les phytochromes, hein, je continue. Toujours notre ami arboriste conseille. Les régulateurs de croissance en production céréalière influencent-ils les phytochromes? Influencent-ils? Voilà.
Ouais, alors là, je ne sais pas trop. Les régulateurs de croissance, donc vous parlez des hormones de croissance, hein, l'auxine, par exemple, ces choses-là. En général, c'est plutôt dans l'autre sens, hein, c'est les phytochromes qui vont influencer la synthèse d'une molécule ou une cascade de réactions, de réponses qui va conduire à produire telle hormone à tel endroit ou à la faire se déplacer d'un d'un endroit à un autre de la plante. Les raccourcisseurs de paille, voilà, ben on est là-dessus. Donc effectivement, c'est pas l'auxine, ce sont d'autres qui vont effectivement éviter l'allongement des entrepneus. On fait ça d'ailleurs pour limiter la verse, pour justement pas que les épis montent trop haut, donc pour avoir des chaumes plus courts. Est-ce que ces régulateurs de croissance qu'on ajoute agissent sur les phytochromes? C'est bien possible. Là aussi, il faudrait aller fouiller, j'en sais rien. Je vous dis, en général, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est les phytochromes qui vont avoir une influence sur le tissu hormonal de la plante, quoi. Mais c'est possible. Je suis pas spécialiste, hein, du blé. À contrario, Catherine, la gibéreline qu'on balance dans les Oui, plantations de sapins de Noël eh ben pour oui. accélérer la croissance, Ouais. ça clairement, enfin, je pense que tu vas aller dans mon sens, mais c'est bon pour des petits sapins de Noël qu'on nous vend. Enfin, c'est bon, moi je suis contre, hein, mais c'est bon pour des sapins de Noël qu'on nous vend, mais si on nourrissait nos arbres à ces hormones-là, à terme, je pense que ça me ferait des arbres gravement affaiblis et qui pousseraient bien trop vite. On est d'accord. Alors, on est complètement d'accord, c'est-à-dire qu'un arbre, en fait, il se dimensionne, il passe sa vie à calculer son dimensionnement pour être adapté à son environnement. Si tu rajoutes des gibérellines, si tu rajoutes des hormones extérieures pour allonger, pour forcer l'élongation vers le haut, ton arbre, il va monter comme un grand échalas et il va pas se dimensionner en faisant son bois, suffisamment de bois en épaisseur. Et ça, c'est des arbres, au premier coup de vent, même pas très fort, qui tomberont et qui flamberont, qui flamberont comme des flammes de bougie. De toute façon, un arbre, moi je dis souvent, moins on en fait, moins on fait d'intervention sur un arbre, mieux c'est. Parce que l'arbre, il est programmé pour se construire correctement. On n'a pas besoin de lui rajouter de régulateurs de croissance extérieure. On n'a pas besoin de le tailler normalement. Alors, les fruitiers mis à part, parce que pour le fruitier, on cherche effectivement à remplir le fruit, avoir moins de fruits et plus rempli en sucre. Donc on aura des actions sur ces arbres-là. Mais je pense que les collègues arboristes présents m'approuveront, je l'espère, que la première règle quand même, face à un arbre, quand est-ce qu'on taille un arbre? Première réponse, jamais. Jamais, sauf si l'arbre est dangereux dans un parc en ville, parce qu'évidemment, je veux pas que mon gosse il soit tué par une branche qui tombe. Mais finalement, l'arbre, il est dans la nature, dans sa forêt, il est parfaitement euh, outillé et armé pour se construire du mieux qu'il faut et résister aux conditions dans lesquelles il pousse. Voilà, ceci est dit. Alors, je vois que j'ai pris la parole et j'avais dit que personne ne la prendrait, donc je vois pas pourquoi je la prendrais. Du coup, maintenant, je suis coupable. Donc, j'ai vu qu'il y avait Acer Arboriste Conseil, donc je ne sais pas ton prénom, mais j'ai vu que tu as levé la main, donc bien évidemment, tu as le droit de poser ta question. Alors, si je peux Oui. juste dire, j'ai beaucoup de questions à vous là qui reviennent. Donc, je Non, reposerai vos questions après ou vous voulez non, les non, continue avec les questions et C'est puis comme s'il vous nous reste voulez. du Non, non, temps, mais vous pouvez. C'est soit on continue, soit on en fait, rebondit sur ce qui c'est vient d'être dit, soit ouais, c'est comme vous voulez. Allez-y, si vous voulez. ok. C'était juste pour rebondir sur la remarque de Thomas. Il y a plus de 30 ans, j'étais encore étudiant. Il y avait je sais plus quelle société avait lancé en fait un produit qui permettait de faire de la taille chimique de haies. Je sais pas si vous vous souvenez de Ouais. ça. Non, moi je. Non. Et ça a vraiment pris. Enfin, il y a eu un marché autour de ça, Mm, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte en fait que ça faisait crever en fait les mm, haies de tuya ouais, et autres. d'accord. Et bon, C'est, je pense que c'est- c'était le moyen de trouver une seconde vie en fait pour ces régulateurs qui étaient utilisés en fait en agriculture. D'accord. Et pour rebondir sur ce que vous dites, nos travaux là de morphogenèse, c'est-à-dire le fait que quand
plie une plante, on Mmh. déclenche on diminue la croissance en hauteur et on augmente la croissance en épaisseur. Il y a des horticulteurs qui s'en sont emparés, Oui. en particulier sur les rosiers. Chez nous, on a un grand producteur de rosiers qui s'est intéressé à ces travaux et qui a arrêté tout traitement chimique de ces rosiers. Et maintenant, il a installé des tapis vibrants dans dans ses serres pour faire vibrer les rosiers périodiquement par jour, cette vibration enclenchant la thymomorphogénèse et faisant produire des rosiers plus trapus et donc qui résistent mieux au vent. Donc, je trouve ça chouette. Alors, je connais un horticulteur qui utilisait ça pour les chrysanthèmes, Oui, tout à fait. avec un système de balais Ouais, voilà, plastique là, qui c'est passait ça. au-dessus des chrysanthèmes. Exactement, pour faire des chrysanthèmes moins hauts et qui résistent au vent des cimetières. Super. Ok, je continue. Donc, une question encore de notre arboriste. Des métabolites secondaires. Donc, donc, je vais poser 2 questions à la suite. Métabolites secondaires peuvent-ils aussi avoir un rôle attractif pour attirer les insectes ou oiseaux à un moment clé, Oui, entre bien la sûr. fécondation, maturité des fruits? Oui, oui. Alors c'est oui, 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 100%. C'est-à-dire j'ai pas parlé, mais dans ces métabolites secondaires produits par les fleurs, il y a tous les parfums, il y a le nectar en contient. Les métabolites secondaires non volatiles, c'est aussi les couleurs, hein, les couleurs des pétales pour les fleurs très colorées. Donc oui, bien sûr, il y a un rôle énorme du métabolisme secondaire dans tout ce qui est attraction. En fait, faut retenir attraction, répulsion et défense et aussi croissance. Ça a vraiment des actions dans ces 3 grandes catégories de fonctions. Ok. Et une question qui, en tout cas, moi, me semble aussi importante, et naïvement que, c'est si les plantes sont capables de se défendre des intrus, comment comprendre alors l'utilisation de phytosanitaires? Alors, là aussi, c'est pas, je suis pas spécialiste hein, de ce domaine-là, mais si vous voulez, les traitements phytosanitaires, encore une fois, on les invente et on les utilise pour nos cultures monospécifiques de blé, dans nos champs de blé ou dans nos champs de ce que vous voulez, pour n'avoir qu'une seule essence et rien d'autre, et pour pas que des autres plantes s'installent, des concurrentes qui vont utiliser les substances du sol, l'eau du sol, etc., et diminuer le rendement de cette parcelle de blé. C'est toujours pareil, si vous prenez un endroit, là je vous parle de culture, donc les traitements phytosanitaires, c'est pour les cultures. Dans un endroit où il n'y a pas de culture, les plantes ne sont pas en monospécifique, il y a une biodiversité grande, et ces plantes-là, c'est la guerre permanente entre elles. Là aussi, pour en revenir à Peter Wolleben, qui nous fait croire que les arbres sont des amis entre eux, je ne crois pas à cette notion-là, parce que alors il y a comment dire, 2 grands principes qui régissent la gestion des écosystèmes pour moi, c'est d'un côté la compétition et de l'autre côté la symbiose. Mais la symbiose, c'est autre chose que l'amitié entre les arbres, si vous voulez. La symbiose, c'est vraiment l'alliance, par exemple, entre l'arbre et ses champignons mycorhiziens. Là, oui, il y a une véritable symbiose avec des échanges de substances et l'un nourrit l'autre. Donc voilà. Sinon, pour en revenir à ces traitements phytosanitaires, bah oui, pourquoi on en met là? Bah parce qu'on veut que du blé dans sa parcelle et qu'on veut pas les adventices des moissons qui pourtant sont fort jolies, mais en même temps, qui diminuent le rendement de cette parcelle. Quand si vous vous promenez dans vos campagnes, vous allez voir très facilement hein, la différence entre un champ où il y a des traitements phytosanitaires, herbicides, puis un autre où il n'y en a pas. Mais dans celui où il n'y en a pas, bah, vous verrez que le champ, il y a moins d'épis de blé, c'est sûr, hein. Il y a plus de coquelicots, de bleuets, de matricaires et d'adonis des moissons, voilà. Alors, je passe d'autres questions. Alors, oh là, je vais pas réussir à le dire. Le thymophorbogénèse, c'est ça? La thymomorphogénèse, oui. Fonctionne-t-elle également en hiver chez les caducs? Alors non, puisqu'il n'y a pas de croissance. Parce que la thymomorphogénèse, on a compris, c'est une réponse de croissance. Donc, pour voir cette réponse et l'observer, il faut que ce soit sur une plante en train de croître et voir la croissance en hauteur qui diminue et la croissance en épaisseur qui augmente et la croissance racinaire qui augmente. Eh bien, vous avez compris qu'il faut que cette plante, elle soit dans une période de croissance. Pour les feuillus qui perdent, donc les arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles à l'automne de manière synchronisée,
eh bien, la croissance s'arrête pendant cette période hivernale jusqu'au printemps. Donc, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de thymomorphogenèse. D'accord. Alors, une question, alors là, on revient un peu sur ouais, c'est intéressant, d'autant que nous, au GNSA, on a souvent cette question par rapport à ce qu'on appelle les techniques de haubanage, hein, qu'on conseille voilà, pour des grands arbres qui sont dits fragilisés. Oui, qui sont menaçants, oui. Voilà. Alors, donc, je reprends toujours alors je ne sais plus, c'était par rapport en fait à un échange qui avait eu lieu là sur la flexibilité des arbres. Merci pour cette réponse. Cela remet beaucoup en cause de choses sur les techniques d'aubanage. Et là, y a-t-il des réactions de branches et non pas de tronc, exemple aubanage? Donc, j'arrive pas bien à suivre Ouais. Alors, je ne sais pas si ça remet en cause, je ne pense pas, parce que le haubanage dont vous parlez, c'est quand il faut effectivement éviter une branche maîtresse de taille importante ne tombe dans des situations où l'arbre pousse dans un lieu public, par exemple. Donc, non, ça ne remet pas en cause ça. Le haubanage dont je vous parlais, moi, c'était on empêchait cet arbre de bouger son tronc. Vous l'avez vu, mon arbre qui était complètement immobile. Dans le cas d'un haubanage de sécurité, ça va être peut-être haubaner une grosse branche à sa voisine ou haubaner au tronc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait exactement, je ne suis pas arboriste, mais c'est pas la même chose. Si l'arbre a toujours la capacité dans son houppier d'avoir des mouvements d'oscillation au moins sur les extrémités de son houppier, il continue à percevoir le vent et il continue à adapter sa croissance par de la thymomorphogenèse. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ces arbres-là, en général, c'est des gros arbres. Et même un haubanage dynamique réduit, l'amplitude, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là, je ne sais pas. Vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai vu passer un commentaire et je me suis dit, c'est vrai, j'aurais dû le faire parce que je suis en lien avec lui et j'admire énormément ce qu'il fait. Et j'aurais dû mettre ses écrits en valeur. C'est Christophe Drenou. Christophe Drenou, justement, lui, c'est un expert des arbres. Et lui et moi, on se complète bien parce que lui, il connaît des tas de choses que je ne connais pas et je pense vice-versa. C'est-à-dire qu'on a des compétences différentes. Moi, je vous parle vraiment de mes travaux de recherche. Lui, c'est un homme de terrain qui va pouvoir. Cette question sur le haubanage, je suis sûre il saurait mieux répondre que moi. Les questions sur tout à l'heure, les tailles des arbres. C'est à ce moment-là que j'ai vu apparaître le commentaire que Christophe Drenou avait fait tout un ouvrage sur la taille raisonnée des arbres. Bien sûr, je l'ai lu. La taille des arbres d'ornement, il faut lire cet arbre-là. Il faut lire ce livre-là. Autre piste pour une webconférence avec Ah, super. Ouais, c'est un super bonhomme. Juste pour compléter, Catherine, en fait, enfin, moi j'ai toujours préconisé l'aubanage dans les villes, quitte, pour éviter les tailles drastiques. Ah Parce ben, je que suis d'accord. bien souvent, les tailles de réduction, les étaitages drastiques sur des grands volumes d'arbres et tout, C'est si le dommageable. client a peur ou si la municipalité a peur, je préfère mettre un aubanage en dynamique, c'est-à-dire que la corde, ben, elle n'est pas forcément Ouais, tendue, mais mais ça peut bouger. Ouais, leur ouais, dire, d'accord. ben, si jamais ça casse, voilà. Après, moi, j'ai vu des aubanages statiques un petit peu dans le modèle que toi, tu nous as présenté, c'est-à-dire que ça part en haut de l'arbre et ça descend carrément dans le sol pour tenir des sujets qui ont entre 15 et 20 ans, qui viennent d'Italie, qui coûtent une blinde et qui ont un système racinaire complètement bousillé parce qu'ils ont été massacrés et tout. Mm. Et donc, ils n'ont aucun ancrage, ces pauvres arbres. Mais le problème, c'est que ces aubanages-là, quand ils sont trop longtemps mis en place, eh bien, en fait, il n'y a plus de mouvement statique, il y a plus de Ouais, donc mouvement dynamique, je veux dire, avec le vent. Et en fait, ces arbres-là, ils sont voués à ben, tomber. à tomber Ah bah et oui. c'est un échec Des- total, tu vois. Ça, Voilà. c'est une méconnaissance complète de justement comment un arbre se construit au fil de sa vie, tu vois. Ces données que je vous ai présentées ce soir, c'est vraiment, moi j'ai voulu les mettre dans ce livre de vulgarisation. Je sais que beaucoup de tes collègues arboristes m'ont dit, mais c'est devenu ma Bible parce qu'en fait, non pas, moi je sais pas hein, tailler un arbre, j'ai pas tes compétences, je sais pas faire, mais par contre, ils ont trouver dans ce livre les connaissances scientifiques pour dire, bah, il ne faut pas faire ça, parce que l'arbre, normalement, ne se construit pas de cette façon-là. Dans ce que tu racontes là, c'est, oui, tout est fait en dépit du bon sens.
le haubanage serré qui empêche l'arbre d'osciller, cet arbre qui peut donc pas s'enraciner, qui doit avoir une croissance en hauteur bien trop importante par rapport à sa croissance en diamètre, ce qui fait que dès qu'on enlèvera les tuteurs, là, il flambera cet arbre-là, il tiendra pas, c'est sûr. Eh oui. Il y a, bah, ça rejoint. Alors, il y a une pour terminer, en tout cas pour alimenter, il y a une question. Que pensez-vous, bah oui, de la plantation de platanes de plus de 15 mètres de haut sans réel réseau racinaire? Ça, c'est voilà. Bah, Donc, déjà planter un arbre de 15 mètres de haut, la question c'est ça, c'est-à-dire je prends un arbre de 15 mètres de haut et je le mets à un endroit, c'est ça? oui, 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 mais Oui, ben parce que ça n'a aucun sens non plus. Parce que plus on plante un arbre jeune, plus on a de chances qu'il bah oui. s'établisse, qu'il s'enracine, qu'il apprenne de son environnement et qu'il vive une vie longue. Si on plante, plus on plante un arbre grand, plus on a de chances de le voir crever dans les années qui suivent, hein. Je suis Alors désolée. évidemment, c'est pas sexy, ça, c'est pas terrible sur les photos d'inauguration d'une plantation quand les arbres font même pas 1 mètre de haut. Ah bah oui, mais c'est quand même comme ça qu'il faut faire normalement. Il faudrait même mieux planter les graines, semer, pardon. Il faudrait semer les graines si on voulait vraiment faire les choses propres, il faudrait semer la graine et la graine, il faudrait qu'elle vienne d'un semencier du coin. Parce que du coin, quand je dis d'un arbre qui a vécu là et qui, dans ses graines, transmet une information. On appelle ça une information épigénétique parce que toutes les graines d'un arbre, elles héritent d'une expérience de leur semencier, de leur père, si vous voulez. Si vous plantez un gland venant de Bretagne, vous voulez un chêne, vous allez chercher un gland en Bretagne et vous le plantez en Auvergne, bah, il a moins de chances de s'établir que si c'est un gland qui vient d'un chêne auvergnat. Parce que il n'aura pas la même information à disposition dans son patrimoine génétique. Il n'aura pas la même épigénétique, en fait. Donc, semons des graines, ou en tout cas, plantons des arbres petits qui ont été élevés dans le coin où on veut les planter. Euh, j'ai Martine qui a levé la main, mais c'est par rapport à ce qui est en train d'être dit, Martine, parce qu'en fait, je voudrais essayer de ne pas perdre le fil par rapport à une question. D'accord. Non, non, c'est pas par rapport à ce qui est en train de se dire, c'est par rapport au fait qu'il y a une question qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haute et qu'on risque d'oublier. Une question qui a été posée par Béatrice à 19h28. Comment réagit une plante quand les butineurs, pardon, leur prélèvent le nectar, le pollen, ainsi de suite? Les butineurs, les insectes, Oui, c'est ça? Oui, insectes. d'accord. Comment réagit une plante? Ben, on a montré assez récemment, c'est amusant, hein. Là aussi, hein, c'est montré sur une plante modèle, hein, que la vibration des ailes de l'insecte qui vient se poser sur la fleur déclenche la production de nectar en plus grande quantité par cette fleur. C'est pas génial ça? C'est-à-dire qu'en fait, le bruit des ailes qui vibrent, alors le bruit entre guillemets, c'est-à-dire cette vibration mécanique est perçue vraisemblablement par les nectaires, les glandes à nectar de cette fleur, et ça déclenche la production de nectar. Donc voilà un exemple de l'effet que peut avoir un insecte sur une plante, sur une fleur. Ok, merci. Et donc, ouais, une autre question. Alors, on connaît le système de défense de l'épicéa vis-à-vis du scolyte, si l'arbre est en bonne santé. Où en est-on pour produire ce procédé chimique pour le répandre sur nos forêts affaiblies? Non, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est tellement complexe. C'est pas une molécule qui est produite, c'est des centaines. C'est impossible à reproduire. C'est impossible à reproduire en laboratoire ou en fermenteur ou en ce que vous voulez, ce que l'évolution a mis 470 millions d'années à créer. Non, ça, j'y crois pas. Et d'autre part, si on répandait ce type de substance, automatiquement, à mon avis, on modifie tout l'équilibre du coin. Enfin, dès qu'on apporte quelque chose, vous savez, ce qu'on appelle un intrant, dès que vous mettez un intrant dans un écosystème, faut vous attendre à des, à des conséquences, hein. Donc, moi, je pense pas que ce soit possible. Merci. Alors, une autre question, je descends et Martine, tu me dis si j'en ai raté entre deux. Angela, Oui. Angela, je vais devoir gérer mon fils. Je suis désolé. Catherine, je te remercie du fond du cœur pour tout. Merci, Thomas. De toute façon, on va se revoir, je pense, à droite, à Bien gauche, dans des sûr. conférences. On va se recroiser.
Avec plaisir. Et puis on verra, parce que peut-être qu'on fera une grosse AG du GNSA, et peut-être ce serait bien qu'il y ait des intervenants de qualité, que tu sois parmi nous, quoi. Voilà. Ah, c'est très gentil. En tout cas, je te Ouais. remercie de ton invitation et je te fais à nouveau part de toute mon admiration pour ton action, ta détermination et ton courage. Bon, ok, bah c'est gentil alors. Je te fais un gros bisou et Ouais, à gros très vite. bisous. Ouais, Et salut Thomas. merci à toutes les personnes présentes et qui sont attentives au sort de nos arbres. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Au Salut revoir. Thomas, salut. Ce qu'on va faire, c'est on va se donner encore un petit quart d'heure. Ouais. Hein, et puis voilà, donc je vais essayer de finir avec quelques questions. Martine viendra à mon secours si j'en ai oublié. Non, pour moi, c'est bon. Voilà. Et alors moi, il y a une question. Alors là, c'est une question qui qui nous touche aussi parce que bon, on a beaucoup de militants, beaucoup d'activistes dans nos troupes, et on a eu des fois des questionnements là-dessus. C'est quelle réaction de sensibilité entre en jeu dans l'action du cloutage d'arbres utilisé par certains groupes d'activistes. Vous savez, ils clouent des arbres. Ah, des clous, j'avais pas compris le mot. Le D'accord. cloutage. Oui, Je oui, oui, sais le pas, cloutage, le peut-être cloutage. pas, mais Oui, 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 maintenant j'ai compris. Alors, enfoncer un clou dans un tronc, l'arbre il s'en fout, mais alors royalement. Je m'explique. Tout objet apposé sur l'écorce va créer une blessure, on est d'accord? Là, encore une fois, si l'arbre est en bonne santé, ça n'a aucune importance parce que va faire l'arbre? Il va avaler l'objet. Il va produire un bourrelet d'écorce et de bois qui va venir recouvrir le clou et qui va venir l'avaler. Il va compartimenter la blessure, enfin le clou qui s'enfonce dans l'écorce, donc dans le libère et dans le jeune bois. Ça peut introduire des pathogènes, bien sûr, mais cet arbre se défend et il va en fait entourer cette zone de blessure de cellules qu'il fait mourir, ses propres cellules. Il fait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Donc autour de la blessure, il entoure, il fait des barrières. On appelle ça la compartimentation. Et il va donc avaler l'objet et avaler sa blessure. Et puis il va ensuite, une fois qu'il aura fini, il va continuer à grandir sur sa blessure et elle va rester à l'intérieur de son tronc. Et ça n'a pas d'importance, si vous voulez. C'est plus embêtant à partir du moment où l'arbre, en avançant en âge, va avoir des défenses qui vont diminuer avec le temps. Ça, on le sait. C'est-à-dire au cours de la vie d'un arbre, au cours des 4 stades qu'il traverse, hein, de son stade juvénile à son stade sénescent, on constate que les défenses sont de moins en moins fortes et qu'effectivement, il aura plus de mal à compartimenter. Et s'il a du mal à compartimenter, les pathogènes entrés avec le clou, ils vont grignoter et envahir le cœur du tronc. Encore une fois, même si le cœur d'ailleurs est pourri à cause de la présence de champignons pathogènes, l'arbre il peut vivre encore longtemps. Un arbre peut vivre creux tant qu'il a un certain rayon, au moins on dit un tiers de son rayon restant, et tant que s'il n'est pas trop ouvert d'un certain angle, il peut tenir debout mécaniquement parlant. Parce que, encore une fois, ces tissus vivants, les tissus dont il a besoin pour faire circuler ses sèves, ils sont sur la périphérie du tronc. Donc il peut aussi perdre le cœur. mais Donc la question c'est, est-ce qu'on met des clous dans les arbres et est-ce qu'on les blesse? La réponse voilà, est quelle oui, réaction? oui on les blesse, mais l'arbre se défend et compartimente ses blessures. Voilà ma réponse. Mais toujours le problème c'est, ça dépend peut-être de quel arbre. Voilà. Donc oui, c'est quand même une agression, c'est sûr. Ok. Marie, j'espère que tu es satisfaite de la réponse. Et alors, attendez, je fais défiler. Alors, il y Oui, avait... merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Le clou du spectacle. Alors, j'ai deux questions de la même personne. Alors, il y en a une. Alors, je vais commencer par la plus légère, mais moi, je l'aime beaucoup. C'est le chant des oiseaux aussi ont une action sur la pousse des arbres. Alors, je ne sais pas et je ne pense pas qu'on ait cherché. Par contre, vous savez qu'il y a des études en ce moment, il y a des publics qui commencent à sortir sur l'effet des sons sur les plantes. Et j'ai des collègues de Marseillais, là, avec qui on travaille, qui ont démontré qu'effectivement, certains sons, certaines fréquences de sons amélioraient les réponses de défense de ces plantes herbacées, hein. On est sur de l'herbacée là.
Mais donc, est-ce que le chant des oiseaux a un effet? Ben, j'en sais rien, mais c'est possible, comme c'est possible que non, je ne sais pas. Voilà. Et donc, la question de la même personne. Alors voilà, oui, c'était celui-là. Elle posait une autre question. Alors, l'épigénétique chez les végétaux utilise le même procédé de méthylation de l'ADN comme chez les humains. Point Oui, d'interrogation. oui, on retrouve des processus de méthylation, c'est-à-dire qu'en fait, sur cet ADN, des groupements méthyl, CH3, sont accrochés sur l'ADN. C'est comme si cet ADN, là, ces chromosomes de l'arbre, se garnissaient de boules de Noël, si vous voulez. Et je lisais tout à l'heure quelqu'un qui disait, mais au printemps, tout est déméthylé. Alors oui, Il y a la suite. dans les méristèmes, ouais, dans les méristèmes, c'est-à-dire dans les zones de croissance. Les cellules méristématiques, on pense qu'elles sont effectivement déméthylées, elles sont nettoyées de ces marques épigénétiques au printemps, et que c'est d'ailleurs une des raisons de la longévité des arbres, hein, c'est que ces cellules responsables de la croissance sont chaque printemps remises à zéro, si vous voulez. Oui, alors Yannick Van Dorn, ingénieur agronome, qui affirme ça. Ben, je ne sais pas, je ne connais pas ce monsieur et je ne connais pas ses publications. Si on me fait parvenir ces publications scientifiques, je les lirai avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, moi, je suis en train de voir alors, s'il y a des questions, il y a beaucoup de commentaires, tout le monde est ravi, C'est sachez-le. gentil, merci. Tout le monde est ravi, tout le monde dit bravo. Bon, bravo à Thomas, bien sûr, mais bravo surtout à vous, parce que merci pour cette conférence. Bonne soirée à tous, c'était vraiment très intéressant. Ouais. On a même eu, alors je me permets, il y a eu un petit moment d'émotion. Il y a une personne qui a été très émue à vous écouter, parce qu'elle a été basculée dans le temps, alors si j'attendais, je vais reprendre c'était très joli, chez sa grand-mère à la campagne, à là. Et Super. c'était super beau à lire, mais je ne le retrouve plus parce qu'il y a tout un flopé de commentaires, de bravo. Merci, je dois vous quitter. Merci pour cette super conférence. Ben, c'est moi qui vous remercie. Vraiment des êtres fascinants. Bonne soirée. Et Merci. voilà, Oui, il y en a pléthore, quoi. C'est vraiment. ok. Et je pense que dans l'assistance, il y avait beaucoup de gens de chez vous, du GNSA. Donc, j'ai fait part à Thomas de mon admiration et de mon soutien. Mais ça va évidemment à tous, à vous tous et toutes vos actions. Ça fait chaud au cœur, hein, de voir des gens qui disent non, on n'est pas d'accord. Donc, bravo. Ben, merci, merci. Alors, après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens du GNSA. Moi, il y avait beaucoup de noms que je ne connaissais pas, en tout cas, et pourtant, j'en connais En beaucoup. tout cas, on avait des amoureux des arbres. Ah ben ça, c'est différent. Donc, ça, c'est bon. Il n'aurait pas été là. Merci. Bon, Est-ce ben, que je peux poser une question? Ah, bonjour, oui, qui est-ce? C'est Monique. Bonjour Monique. Bonjour à tous. bonjour. Quel est l'intérêt de couper les arbres? Par exemple, nous, on est dans la forêt en Savoie, là, pas très loin de Monsieur Jocelyn Dieudonné, qui nous a fait passer l'info, de couper les arbres parce qu'il y a des scolites. Parce que on s'aperçoit, on coupe les arbres et en fait, les scolites, ils passent sur les autres. Ah oui, mais alors l'intérêt, c'est de les couper et de les évacuer le plus vite possible. Parce que si on laisse le bois mort avec les larves de scolytes au sol, elles vont repartir de là et elles vont aller grignoter les suivants. Donc le truc à faire, normalement, la seule chose à faire, la seule action possible, c'est de couper l'arbre malade, de l'évacuer et de le brûler. Sinon, on laisse sur place la source du mal, quoi, entre guillemets. Si tant est qu'on puisse dire que le scolite est une source du mal. Il vit sa vie de scolite, lui, hein. Il est content, on lui donne à manger. Et il y avait une Et question tout puis, à l'heure sur les oh, scolites. pardon, Quelqu'un demandait excusez-moi. si ça pouvait toucher Oui. les mélèzes, les feuillus et tout ça. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un scolite, hein. Il y a plein d'espèces différentes. Il y a le scolite du bouleau, moi, je l'aime bien parce que il est appelé, son petit nom léger, c'est le scolite saucisse. Parce qu'il est très gros, la larve est très grosse. Donc oui, il y a des tas de scolites différents en fait. C'est une grande famille, les Et- scolites. Mhm. Ok. Nous, on est dans une copropriété où il y a effectivement un sapin et des grands arbres, je ne sais pas lesquels, mais donc on nous a dit de ne pas les couper pour protéger le sapin Protégé de quoi? par rapport, par rapport au vent.
C'est-à-dire que pour que le sapin D'accord. Bon, reste. ouais. Alors, je sais pas comment est le sapin, s'il a effectivement le protéger du vent. Normalement, le vent, jusqu'à un certain point, on est d'accord, hein, n'est pas un ennemi, sauf si ce sapin, effectivement, il a poussé complètement gainé de voisins. C'est sûr que si on fait tomber tous ses voisins d'un seul coup, il va se retrouver avec son dimensionnement d'arbre de futaie. Et tout d'un coup, il va se retrouver arbre de prairie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le Oui, choc oui, va être d'accord. violent quand même, hein. C'est vrai. Oui, oui, d'accord. Donc c'est Mhm. peut-être possible il vaut mieux effectivement laisser les voisins, oui. En tout cas, quand on laisse les voisins, on laisse aussi une certaine biodiversité. Vous aurez, au lieu d'un seul arbre, vous en avez plusieurs, c'est quand même mieux. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ok. Je vais prendre une dernière question et il y a quelqu'un très gentil qui m'a retrouvé le message qui m'avait touché, donc je le lirai pour clôturer. D'accord, super. Donc, oui, Véronique, je vous laisse la main pour une dernière question. Le son, voilà, activer le son. Oui, en fait, je crois avoir vu quand même qu'il y avait une autre question qui n'est pas la mienne, mais qui n'avait pas été répondue, celle sur Francis Allais, non? Il me Ah, semble que ça a j'ai pas été vu. remis une deuxième fois parce qu'elle n'avait pas été, elle n'avait Bah, pas du tout été faut que je la remette posée. dans le lot. Bon, c'est pas OK. C'est un peu plus haut, elle a été remise à nouveau. Bon, enfin, ma question à moi, c'est comment ça se fait que les grands pins que j'ai là sur l'Atlantique, les grands pins, eux, ils n'ont pas apparemment de nid de chenilles processionnaires, tandis que les pins maritimes plus bas en ont énormément, parfois même. Mhm, C'est très difficile, il faudrait grimper pour aller les brûler, mhm, etc. Moi, maintenant, mhm. j'ai plus personne pour faire ça, je peux pas le faire. Donc, on est obligé d'attendre que les nids tombent pour les brûler. Enfin bref, c'est très compliqué. De toute façon, les voisins en ont aussi. Donc, Oui, quand oui. ils sortent au printemps, on les voit, Ouais. là, le qui traverse les routes, Ah, oui, etc. oui, bien sûr, oui. Donc, comment ça se Et, fait que les grands pins, eux, mais alors alors, est-ce qu'ils sont plus exposés au c'est vent? quoi Je ne comme sais pas. pain? C'est les mêmes essences? Non, non, il y a les grands pins maritimes du XVIIIe siècle, j'ai expliqué dans le chat, qui ont été plantés par Brémonti au XVIIIe siècle. C'est les restes de cette forêt qui ont été plantés Ah, pour lutter contre l'érosion, à la ouais, fois maritime, mais ouais. aussi des marais, parce qu'on est sur des marais, Oui, on est oui, sur une oui. dune en réalité. D'accord, Il y a d'accord. du sable en dessous. Et ces arbres-là sont pas attaqués. Alors non, ceux qui sont tout à fait, voilà, centenaires sans doute, Génial. etc., Ouais, bicentenaires. Par contre, les pins maritimes qui ont été peut-être plantés plus tard, ouais. je ne sais pas, Alors, voilà, eux, par contre, sont très attaqués. d'accord. Après, Malheureusement. donc là aussi, je n'ai pas la réponse à votre question, mais donc déjà, est-ce qu'il faudrait voir si c'est tout à fait la même essence? Est-ce que c'est du pain maritime dans les deux cas? Ou bien est-ce que c'est aussi des génotypes différents? Parce que vous savez, quand on plante des arbres en monospécifique, on les sélectionne. On a, par exemple, le peuplier, il y a des dizaines de cultivars différents. Mais c'est pas Et monospécifique, hein. On a des chênes, on a des arbousiers, on a de oui, non, tout, hein. mais C'est expliqué c'est dans pas le chat. ce que je voulais dire, c'est que ce sont des pins qui ont été plantés par l'homme. On est d'accord. Ah oui, oui, bah, de Et toute donc, façon, les oui. pins qu'on a plantés il y a 100 ans ne sont certainement pas les mêmes que ceux qu'on a plantés C'est hier. ça, ouais. D'accord? Donc, c'est pas le Bah, même bien, cultivar. C'est pas ils n'ont pas tout à fait le même patrimoine génétique. oui. Et visiblement, les pins anciens sont des pins qui sont peut-être plus résistants, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait que ce soit les mêmes capacités, les mêmes compétences génétiques des deux côtés. Ah non. Mais je C'est pensais pareil, aussi que on voit parfois des peupliers qui sont couverts de boules de gui, et plus loin, une autre plantation de peupliers où il n'y en a pas, parce que c'est pas le même cultivar. On connaît des cultivars de peupliers hypersensibles au gui et d'autres très résistants au gui, ça pourrait être aussi l'exposition au vent, j'ai pensé, parce qu'ils sont très hauts, ils se balancent terriblement, hein. On a des tempêtes sans arrêt. qui Et empêcherait les chenilles de s'installer, vous voulez dire? ouais. Oui, c'est possible, je Plus sais bas, pas. ils sont protégés par les autres, justement. Ils sont plus hauts. Voilà, comme il C'est y a plusieurs possible étages, aussi, ouais, que les chenilles se comme une contentent forêt, quoi. d'atteindre les branches plus basses des pins plus petits. Mm. C'est possible, ouais. Oui, il y a plein d'hypothèses. Après, il faudrait tester toutes ces hypothèses. Mm. Et alors, je vous ai expliqué là dans le chat que j'ai été obligée de couper un pin parce qu'il était effectivement atteint par les champignons, mais après coup, donc il l'était à hauteur d'homme, mais je me suis rendu compte après coup, quand il a été coupé, que tout en haut, non, plus haut, Ah oui. il était bien orange et tout. Donc j'ai vachement regretté. Je me demande si j'aurais pas dû. Bon, alors il y a Alors, le chêne qui le tenait, j'ai expliqué dans le chat. Il y a ouais. une branche du chêne qui le tenait, Ouais, mais qui était bon, il était incrustée dans le condamné quand tronc. même.
Si Ah, vous je sais l'avez pas. coupé, si vous l'avez coupé et vous avez regardé sa Oui, il y souche, avait un là, trou. voilà, il y avait un trou. Il y a un Donc, trou et il y a il était toujours la condamné, souche que quoi. j'ai gardée. Je garde Oui, la oui. souche. Oui, oui. Parce qu'il paraît que c'est des réserves d'eau. Ce que Oui, j'avais alors, lu. c'est Ouais. pas des réserves d'eau ou ce qu'on pense, je ne sais pas si ça marche pour le pain, mais en tout cas, dans certaines plantations d'épicéa ou de Douglas d'ailleurs, on a constaté que les souches continuaient à vivre Mm. après la coupe et qu'elles se Oui. referment petit à petit. Et on pense qu'elles sont conservées dans la collectivité des arbres, entre Oui, guillemets, c'est ça. dans la population d'arbres, parce qu'elles sont une porte d'entrée pour l'eau. C'est pas qu'elles sont une réserve, c'est qu'elles sont une porte d'entrée par leurs racines, en fait. Et donc, c'est Catherine, que pensez-vous de la position de Francis Allais sur la diversité génétique au sein d'un même individu? Ah oui, je l'ai traité dans mon livre. Je peux même vous donner la page. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école Francis Allais qui dit que la diversité génétique est grande d'une branche à l'autre, et ça prouve d'ailleurs que cet arbre est un être coloniaire. Et puis, il y a les généticiens de Bordeaux, mes collègues de l'INRAE, Christophe Plomion, qui ont démontré par A plus B que c'est pas très différent. C'est-à-dire que les différences, les mutations différentes d'une branche à l'autre, c'est vraiment une mutation dans un océan d'homogénéité, quoi. Donc, lui, il retrouve pas ces données-là, mais en les ayant cherchées, hein. C'est-à-dire que Francis Allais, quand il dit ça, je suis pas sûre qu'il ait séquencé tous les génomes nécessaires pour le dire. Voilà. Les généticiens qui ont montré ça, Christophe Plomion, et si ça intéresse quelqu'un, je peux envoyer les publications, hein. Mais je vous dis, dans mon livre, je l'ai évoqué, hein, cette question-là. Donc, vous pouvez aller voir ça. Donc, moi, je peux pas trancher, je suis pas spécialiste de ça, mais effectivement, je vois bien que tout le monde n'est pas d'accord. Voilà. Ok, ben écoute, merci, merci beaucoup. Et donc la phrase, alors je ne sais pas qui avait posté ça, c'était un message de Bretagne qui dit: c'est tellement passionnant que je suis émue. Je repense à la ferme de ma grand-mère en Bretagne, chemin, route profonde sur les hauteurs, une mer d'arbres et écho des aboiements à la tombée de la nuit. Très Voilà. joli, très très joli. C'est bien. Très C'est beau. des belles Très, images très pour beau. terminer. Ouais. Les arbres nous inspirent toujours. C'est Mm. beau. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Catherine. Merci à toi. Merci. Et Un puis, grand Merci, merci. au plaisir de vous revoir nombreux. Ouais, j'ai une piste pour une web conférence en effet, Christophe Drenou. Ah oui, Christophe Drenou, ça sera chouette. Ouais, ouais. Ah ouais, je veux l'info. Je viendrai l'écouter. Ouais, ouais. Ah, ça sera un Ok, échange. Ce sera très utile. très bien. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Merci Merci encore. beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.